Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon. Digimon dans toute sa splendeur et dans tous les univers. Car oui, on est là pour vous parler de la licence de Digimon de long en large et en travers. Moi, Aldric, suis comme d'habitude accompagné de mon acolyte et compatriote François. Bonjour François. Bonjour Aldric. Tu vas bien ? Je vais fort bien et vous-même ? Je vais tout aussi bien que la semaine dernière. Et une fois n'est pas coutume, depuis quelque temps, nous ne sommes pas seuls. Incroyable ! Car, attention, nous sommes accompagnés du grand, du magistral, de l'unique, du formidable. Soumettez-vous à sa puissance. Darine de Digiduo. Bonjour Darine. Bonjour à tous, bonjour, merci à vous de m'avoir invité en ce beau jour pluvieux de lundi. Et on dit Darine ou Darren? Tu sais, je le dis pour la première fois, je le dis à l'oral, je crois. Non, c'est Darine, c'est un pseudo que j'ai inventé genre par hasard, parce qu'il fallait un pseudo sur internet en début 2000. Donc j'ai pris mon CD de Tomb Raider 3, j'ai vu un nom qui s'appelle Darren, 2 R et 1 E, et je l'ai transformé en Darine, voilà. Tu sais que je te l'ai jamais dit, mais moi ça me fait toujours penser, ton pseudo, à Darren Criss, alias Blaine Anderson dans Glee. Voilà. Pour ceux qui ont la référence. Merci, moi je l'ai pas. C'est un des personnages gays beaux gosses principaux. Voilà, et il est très mignon et il chante très très bien. Et c'est un très bon acteur. Ceci étant dit, je suis mauvais acteur, je suis pas beau, je suis ok. Tout le contraire. Et donc du coup, je disais Darine de Digidio parce que tu peux résumer un peu pour ceux qui ne te connaissent pas qui tu es et c'est quoi Digidio. Alors, Digiduo, c'est un site internet que l'on a créé en 2004 sur la thématique de Digimon. En fait, pour les plus jeunes qui ne savent pas, Digimon, à l'époque, il y avait plein de fansites qui existaient, DigiLegend, DigiDestiny, et ils ont tous fermé les uns après les autres une fois que la hype de Digimon est partie. Et donc, les survivants, donc c'est mon frère et une fille qui se fait appeler Emily. Ils ont voulu créer un site refuge pour tous les anciens fans de Digimon. Et moi, je me suis greffé au projet. Donc, j'ai commencé directement avec Digimon Zero Two sur Internet et pas à la télé. Et on a créé ce site qui est le plus vieux site Digimon encore en activité, tout simplement. Tout à fait, une base de référence. Et donc tu es un fan de Digimon, donc c'est pour ça que tu es là. Mais avant de nous dire quelle est ta spécialité, parce que tu en as une, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a fait venir aujourd'hui, pour parler de cela, je voudrais juste revenir sur le dernier podcast et 2-3 commentaires qu'on a pu avoir. D'ailleurs, tu nous as laissé un commentaire, hein. Je le lis parce que tu m'as fait rire. Merci à vous trois de m'avoir bien convaincu de ne jamais y jouer. Tu confirmes? Oui. Ah bah oui, non mais le jeu il a l'air chiant au possible, enfin, en plus on peut même pas le finir, enfin laisse tomber quoi. Et on a eu d'autres j'avoue que moi même après toutes les explications que vous m'avez données, j'ai encore un peu du mal à comprendre exactement en quoi ça consistait, et effectivement j'ai pas très envie de tester pour moi tout seul, mais bon. On a eu Maxence qui nous a dit quel jeu, quel souvenir, je l'ai tellement attendu avec ses multiples reports. Je voyais des images et des articles dans les bouquins de jeux vidéo. Je me vois encore lire et relire les articles. J'ai battu Machine Dramon avec un Vegiemon et hormis mon Daemon avec le costume, je crois que je n'ai jamais réussi à avoir un Digimon de niveau ultime. Jeu pas du tout facile étant petit, et je dis peut-être des conneries, mais il semble que justement les paramètres de Digivolution sans Asus Mania étaient erronés. Je ne me souviens plus, mais c'est peut-être qu'en effet ils étaient erronés. Et on a eu un autre commentaire de Doctimon. Ça irait dans le sens du jeu déjà, tu vois. Oui, même les astuces sont buggées. Et Doctimon nous dit, perso je n'ai jamais joué à ce jeu, je pense sincèrement que je vais sûrement essayer le Digimon Next Order, très bonne idée. J'ai trouvé très intéressant d'entendre des passionnés en parler, c'était très intéressant. Je sais pas. Et puis ouais, il nous relevait qu'il y avait un petit bug à 1h 7 minutes et 19 secondes en arrière-plan. Et François, quel était ce bug? Eh ben aucune idée, je sais pas, ça vient d'un micro, je ne sais point. Voilà, on s'excuse pour ce petit bug, il n'y en aura plus. Et pour l'heure, bon, vous avez vu le titre de la vidéo, si vous êtes là, c'est parce que l'on va parler, Darine, de quoi? De la musique dans Digimon Adventure. Il y a de la musique? Mais oui. De la musique, alors la musique dans Digimon Adventure, version originale, s'il vous plaît. Peut-être que tu évoqueras la musique Saban, mais... Non, je sais même pas quoi dire, à part dire que c'est de la merde, fin de podcast, voilà. Voilà un avis très tranché. On en avait parlé effectivement avec les musiques de la Saban qui étaient au final même pas des musiques originales. Il y en avait quelques-unes qui avaient été composées pour Digimon, mais au final le reste c'était toute la réutilisation. Donc non, parlons plutôt des musiques originales qui elles ont toutes été composées pour Digimon, on est d'accord?
Et tout à Oui, bien fait. sûr. Et nous laissons le lead à Darin qui du coup va nous emmener dans son univers parce que c'est un peu ta spécialité. Oui, oui, oui. Alors, pour tout le monde, en fait, ce podcast, l'objectif, c'est pas juste parler de la musique en disant « Waouh, c'est beau, c'est bien, c'est trop bien fait ». Non, on va parler beaucoup de production, on va parler beaucoup des personnes, des artistes derrière. On va essayer de mettre toute cette musique dans le contexte de l'époque, essayer de comprendre pourquoi elle est bien et toutes les petites subtilités qu'il y a, les petits détails. Enfin, à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses et mieux comprendre ce qui a été fait. Super. Alors, pour commencer, on va commencer par le compositeur, tout simplement, de la musique, qui est Takanori Arisawa. Alors, je vais prononcer en japonais, malgré mon accent pourri, parce que ça fait style. C'est celui qui a composé les musiques des 4 premières saisons de Digimon, mais également celles de tous les films, exception faite du pilote, puisqu'en fait il n'y a que le boléro dedans. Alors je crois qu'il est notifié comme compositeur, mais j'ai envie de dire composer le boléro c'est pas trop lui, hein. Donc bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas la cohérence qu'il y a entre ces 4 saisons provient également de son travail, tout simplement. Alors c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 80. Il a notamment fait partie d'un groupe de chœur nommé Soap, juste en 81. C'est de la musique un peu jazzy avec des cuivres. Et en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant à écouter pour les fans de Digimon parce qu'on retrouve vraiment l'essence de son travail, de la musique Digimon déjà à l'époque, même de toute sa carrière. Donc voilà, après le podcast, vous allez voir, je vais vous obliger à écouter plein de choses un peu partout. Donc c'est quelqu'un qui a composé ensuite qui a travaillé pour la télévision, les séries télé, tout ça. Et en 87, il compose pour une série qui s'appelle Big Coolie Man, qui est sortie en France sous le nom Le Prince Hercule, qui est une production de Toei Animation. Et donc il va ensuite continuer à travailler dessus avec la suite Super Big Coolie Man et Kingyo Chuyo, je crois, en 91. Et en fait, c'est comme ça qu'il a connu un certain Azuma Iriya, qui est un producteur de Toei Animation, qui a travaillé sur Sailor Moon et les films de Digimon Adventure Try, ce producteur. Ah, Sailor Moon, la vie, la base. Ah bah oui, oui. Eh ben on va parler de Sailor Moon puisque ce compositeur... il est surtout connu pour faire la musique de Sailor Moon. Ah, attends, mais c'est énorme parce qu'en fait, s'il y a bien une chose alors je kiffe la musique de Digimon, mais pour moi, la musique de Sailor Moon, ça fait partie des plus belles musiques d'animé, enfin de Japanimation que je connais. Enfin, vraiment, Sailor Moon, un des points forts, c'est la musique. Et là, je ne savais pas qu'il y avait un lien entre les deux pour le coup. Ah bah oui, c'est clairement lui. Et voilà, sans vouloir dire du mal de Digimon, Sailor Moon, c'est tellement au-dessus, c'est tellement extraordinaire son travail derrière. Mais c'est lui qui a composé du coup la musique. Moi, j'ai une musique que je kiffe. C'est la musique du carillon Moonlight. Enfin, c'est la musique qui revient régulièrement dans la série. Il y a énormément de réarrangements de ce thème. Du coup, c'est lui qui a... Alors si je crois que l'opening, c'est pas lui. Pas l'opening, mais c'est vraiment la musique du carillon qui est un peu la musique emblème de la princesse Sérénité. En fait, elle a une sorte comme de boîte à musique carillon et cette musique revient régulièrement, notamment dans tous les moments tristes. C'est très probablement lui en tout cas. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Sailor Moon, mais on va quand même creuser légèrement ce qu'il fait derrière. Donc pour Sailor Moon, il s'est inspiré de Charlie's Angel pour sa musique. Et j'ai retiré un mot d'une interview que je trouve très intéressante, c'est... alors je cite, traduction française. Je voulais montrer l'extravagance et la splendeur du style hollywoodien à travers Sailor Moon, la musique. On peut le ressentir dans chaque thème de Charlie's Angels. La description psychologique, le suspense, l'action, le succès au combat. Mais même si cette image dans les œuvres d'action est la même, j'ai senti qu'il y avait des différences entre le fait d'être destiné aux garçons et celui d'être destiné aux filles. Oui, parce que Sailor Moon, c'est un dessin animé pour filles, même si tous les garçons regardaient. J'avoue totalement. Le tempo est rapide, mais il y a une musique splendide et éloquente qui surgit magnifiquement. Donc pour les instruments, alors que l'image est celle des cuivres et de la guitare électrique pour les garçons, j'ai principalement apporté des cordes et du bois. Plus tard, j'ai consciemment incorporé des chœurs et du scat. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a vraiment travaillé énormément de choses, énormément d'instruments pour la musique de Sailor Moon, et surtout qu'il fait vraiment... faut écouter la musique de Sailor Moon pour ceux qui connaissent pas. On se rend compte, on comprend à quel point il a rendu féminine la musique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la musique de Digimon.
Tout simplement parce que Digimon, c'est plutôt mixte et un peu destiné aux garçons, parce que les monstres, blabla, ça se combat. Mais c'est vrai que maintenant, tu sais, j'avais jamais... le foot. Mais j'avais jamais mis ce mot là-dessus, le côté féminin dans la musique. J'avais jamais mis mot là-dessus, mais c'est vrai que t'as pas tort quand tu dis ça. Ce compositeur, en tout cas, voilà, il était connu mondialement. Il a gagné Grand Prix du disque d'or en 93 par Columbia Records, 98, 2000, 2001, des prix, blablabla, popularité de Sailor Moon. Enfin voilà, c'est incroyable. Ensuite, il a travaillé donc pour Digimon. On sait pas trop. Moi, je sais pas pourquoi il est entré dedans, mais bon, comme il a fait que du Toei, on lui a dit tiens, t'as un nouveau projet, t'es libre. Sailor Moon venait de s'arrêter, Digimon commençait. Je pense qu'il y a eu ça, parce que Sailor Moon s'est arrêté au milieu des années 90. Voilà, et vous savez ce qu'il a fait après Digimon? Non. Ben rien, il est décédé. Ouais, voilà, c'est triste. C'est triste, Henri en rigole. Mais c'est pour ça que c'est pas lui après la saison 4. Tout simplement, voilà. Il est mort en 2005, donc il a même pas vu Savers, d'un cancer de la vessie. D'accord. Mais du coup, il a même pas vu Tri, Kizuna et compagnie, même si on reprend... Il est quand même crédité dessus, parce que comme on reprend des thèmes qu'il a fait, forcément... donc c'est quelqu'un qui a composé plus de 400 morceaux pour Digimon, en comptant toutes les versions. Donc c'est pas si ouf que ça fait 100 morceaux par saison. Donc 2 morceaux par épisode, on va dire en résumé. Donc pour son OST, il a utilisé de Digimon plein de concepts comme l'orchestre complet, quatuor de jazz, musique western, musique latine, Moyen-Orient, enfin... il y a une chanson qu'il garde le plus en mémoire, ça c'est ce qu'il a dit dans une interview, c'est le Requiem pour Bokudan War Game. Est-ce que vous vous souvenez du Requiem dans ce film? Oui. Donc c'est un chant d'église avec un orgue et un soprano. Ah oui, ouais. Donc c'est un jeune enfant. C'est un des rares avec des voix, je note d'ailleurs. Mais c'est quand les Digimon ils sont KO là et qu'ils... Non, c'est à la toute fin du film. C'est la toute fin, ouais. C'est quand il y a Omegamon qui apparaît. Oui, mais ils sont KO. Enfin, pour moi, ils sont KO parce que Omegamon apparaît, mais c'est après qu'ils aient été KO, ouais. C'est ça. Donc ça vient c'est un vrai cœur d'enfant qui s'appelle les Tokyo Shonen High School, c'est une formation qui existe depuis les années 50, qui ont déjà participé à plein d'animés, qu'on voit d'ailleurs dans le fameux concert de Joe Hisaishi au Budokan, qui est un concert assez culte pour les fans de Joe Hisaishi, et qui a même encore enregistré là en 2024 pour Yoko Kanno pour une reprise de Cowboy Bebop, enfin voilà. Okay. C'est une des rares, musique... c'est une des seules OST où il y a des voix comme ça en chorale d'ailleurs. Hein. Je crois que tout le reste, oui, je crois. Tout le reste, il me semble sinon tu n'entends absolument pas. Tu n'entends aucune voix. Il me semble que si dans Frontier. Peut-être après. Ouais. Je suis plus. J'étais vraiment sur Adventure parce que je sais qu'ils ont beaucoup utilisé ce côté-là orchestral avec des voix et tout dans Last Evolution Kizuna. Tous les thèmes autour de Menoa, il y a beaucoup de chants. Alors que c'est vrai que pour le reste de la série, au final, à part cette partie-là dans Bokura, j'ai pas souvenir d'avoir. Non, je crois pas qu'il y en a. Et donc cette musique, en fait, c'est une demande de Mamoru Hosoda, toujours lui, de faire quelque chose proche de Bach ou du Requiem de Fauré. Et en fait, cette chanson, elle est très proche de Pie Jesu. Alors je prononce en latin, c'est nul. Donc ils partagent à peu près la même structure et les paroles. Donc Pie Jesu Domine, Dona Ies Requiem, Sempiternam Requiem. Voilà, mon latin est incroyable. La voix de soprano. Et en fait, le compositeur, ça l'avait beaucoup ému à l'enregistrement quand il y avait le soprano qui était en train de chanter. Par ailleurs, petite pub, il y a un manga sur des sopranos qui s'appelle Nos cœurs évanescents qui est incroyable, aux éditions Akata, faut le lire. Donc Mamoru Hosoda, donc vraiment il adore cette musique, il la fredonne même de temps en temps, le matin, c'était même sa sonnerie de portable à Mamoru Hosoda. Oh, voilà. C'est marrant. C'est incroyable, voilà. C'est marrant parce que moi, celle que je fredonne le plus, c'est pareil, c'est Bokura no Wargame, mais c'est plus le thème de la bataille. Genre quand Tantomon et Agumon arrivent et qu'ils vont se battre. Je sais même pas laquelle c'est. Je retiens plus les musiques en dehors du film, là. Alors oui, dans le film, il y a une autre musique qui est inspirée d'une chanson extrêmement célèbre. Est-ce que vous l'avez? Dans Bokura no Wargame ? Ouais.
Célèbre où ça, aux États-Unis ou au Japon? aux États-Unis. Une musique Ouais. célèbre aux États-Unis. Ouais. Si je vous dis When Johnny's Come Marching Home. Non. When Non, je sais Johnny pas. come marching home again, we're giving a ça vous dit rien ça? Pas du Ah, tout. là, vite fait, mais j'arrive pas à resituer. C'est une chanson qui a été créée durant la guerre de sécession en 1863. Dites-nous très, dans les très commentaires célèbre. si vous la connaissiez. Vous la connaissez. Et donc, il y a une musique qui est inspirée justement de ce thème-là D'accord. dans le film. Donc voilà, tout simplement. On ferme la petite parenthèse de Bukurano Wargame et on va se concentrer un petit peu sur l'OST de Digimon Adventure, la série. Ah, Alors, qu'est-ce qu'il y a de s'il y a- belle musique. Oui, alors si vous, peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, mais il n'y a pas de thème principal C'est vrai. à cette série. T'entends quoi par un thème principal exactement? Thème principal, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait dans la version américaine. En gros, t'as le générique, et c'est le générique oui. qui revient pendant les évolutions. Tu vois. Ah oui, exact. Ouais. J'aime même mieux Digimon Adventure 2020, cet animé de la honte. L'OST est conçu autour d'un thème principal qu'on a en 10 000 arrangements. C'est vrai. Ah oui. Euh, Oui. ici, on n'en a pas du tout. Exact. Et en fait, celui qui va faire le thème principal, c'est tout simplement Butterfly. C'est celui qui va retenir, que tout le monde va retenir, le générique. Oui. Mais des thèmes principaux, il y en a dans Digimon Tamers et Digimon Frontier. Butterfly, Pas dans- sublime musique que l'on chante tous évidemment lors des karaokés et que l'on vous propose en français sur notre site et dans les épisodes. Petite parenthèse. on va en faire de la pub. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va principalement parler des musiques et Oui, ensuite des chansons. Ok. Il y a quand même un thème qu'on retrouve à chaque épisode, c'est Aban ou Avant en français, qui est la musique récapitulative des... Ah oui, exact. Des Bah, elle est actions là, des elle est épisodes. là tout le temps, ouais, exact. Elle est là dans tous les épisodes, mais elle sert vraiment qu'à ce passage-là. Elle est jamais dans un épisode en C'est plein ça. milieu. Et puis on sait très bien que la moitié des gens le passent, cette partie-là, et Oui. vont directement à l'écran de titre. Ce qui est dommage parce qu'elle est jolie cette chanson. Ah oui. Dans cette OST, dans l'OST global, il y a tous les personnages ont un thème principal. Oui, parce qu'il y a des CD qui étaient sortis avec chaque thème et tout. Mais d'ailleurs, il y a des versions chantées de ces thèmes, non? Alors, c'est là où ça devient très très rigolo. Parce que oui et non, et tout est possible. Alors, on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Le thème de Tahiti, eh ben, c'est pas la chanson française, la version chantée. C'est pas la même chose. Mais Yamato, c'est la même mélodie. Oui. C'est Walk on the Edge, donc Avec dans l'harmonica. l'OST, avec l'harmonica, donc la version, c'est pas une version, c'est pas l'instrumental de la chanson, mais c'est une version sans parole. Le thème de Sora, c'est pareil, dont la chanson était faite par la regrettée Yuko Mizutani qui est décédée en 2016. Lui, il a composé 3 chansons, donc le thème de Sora, je parle bien de chansons, le thème Oui. de Yamato et j'ai oublié l'autre. Bon, c'est pas grave. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que toutes ces character songs, les 7, plus la 8e personne dans l'OST2, parce que Kairi arrive après, enfin, Qui arrive. en fait, c'est des musiques qui sont composées comme des versions instrumentales de chansons. Le thème de Tahiti, c'est là, il y a une mélodie, c'est comme si c'était du chant. Ok. Donc la question qui se pose, c'est comment ont été créés ces character songs? Est-ce que lui, il a fait toutes ces versions à lui-même? Est-ce que au niveau de la production musicale, ils ont fait des compositeurs certaines chansons et après ils se sont mis d'accord lesquelles on sélectionne en chansons, lesquelles vont être... Il y a quelque chose à creuser derrière. Ok. Mais on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Bah on l'aura pas. Oui, on l'aura C'est- pas du tout. Sauf si les Japonais nous écoutent et qu'ils ont la réponse. Mais Voilà, il y a peu de c'est chance. Donc ces character songs alors, instrumentales sont intéressantes parce que musicalement ça correspond à la personnalité des personnes, ne c'est serait-ce que celle de Joe qui est plutôt gaffeur, c'est une musique un peu poète-poète quoi. J'allais dire, c'est laquelle votre préférée, objectivement, sans se dire tel personnage est mon préféré. C'est laquelle votre préférée à tous les deux? Moi j'aime bien celle de Koshiro. Ah oui, Koshiro, version up. parce que dès qu'il y a un moment intelligent où il faut faire des explications ultra scientifiques pour le public, la musique elle s'enclenche. Et toi, Darine?
Moi, j'hésite entre Walk on the Edge, donc le thème de Yamato, que j'adore, et Holy Light de Hikari, que je trouve très très émouvante je suis d'accord. comme musique. En fait, celle de Yamato, pour moi, je crois que c'est la plus emblématique, mais juste à cause de l'harmonica. Et que je pense qu'on a tous, enfants, été fascinés par cette harmonica. Et celle de Mimi et Joe, je les aime bien quand même. Mais celle de Sora est pas mal aussi, en fait. Oui, j'en parlerai. Je crois que j'avais noté. Alors j'ai des notes, donc j'ai noté un peu des choses dessus un peu plus tard. J'y reviendrai dessus. Parenthèse, j'ai un doute, mais François, c'est celle que tu as réutilisée dans les chroniques qu'on a fait, non? C'est ça, ouais. Parce qu'en même temps, la plupart des chansons, justement, là, des thèmes des personnages, sont pas beaucoup utilisés dans la série. Il y en a 2-3 quand même, si. Je sais que celui de Koshiro, il est pas mal utilisé quand il est sur l'ordi ou quoi et tout. Oui. Celui de Joe, il revient plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y en a 2-3, genre celui de Hikari, celui de Sora, ou même celui de Takeru, je crois, qui sont, je veux pas m'avancer trop, mais je crois qu'ils sont quasiment jamais utilisés. Donc j'étais parti sur ça pour les Digichroniques. Mais du coup, voilà, c'est pour les Digichroniques qui sont sur notre chaîne YouTube. Si vous allez les réécouter ou vous les avez déjà écoutées, ce sont ces musiques-là qui ont été utilisées pour chaque personnage et chaque duo de partenaires. Voilà. Alors, en ce qui concerne le reste des musiques, les thèmes sont assez variés. Il y a des thèmes qui sont positifs, comme alors, c'est le nom des pistes, Bokutachi Digimon, d'autres qui sont mélancoliques. La palette est assez variée, il y a du suspense, de la peur, de la mélancolie, de la tristesse. Il y a beaucoup d'instruments différents, du violon, de la guitare électrique, de la flûte, de l'harmonica, des chœurs. Il y en a, ce sont des créations, le son musical, des créations numériques, et d'autres qui ont été enregistrées en studio. Et la force de cette OST, c'est qu'elle est adaptée pour chaque situation de la série, avec des thèmes enfantins et reconnaissables. Mais il y a une vraie maturité. C'est vrai que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai découvert la VO et donc je me suis tombé dans la version japonaise, c'est la certaine maturité les scènes, notamment le dernier arc où il y a énormément de moments tristes et autres, et il y a beaucoup, c'est des moments durs. Je trouve que chaque épisode est aussi bouleversant grâce à la musique. On peut penser au moment où Yamato est en pleine déprime là. Je trouve que musicalement tout l'épisode est formidable. Ah non, mais j'en parle un peu plus tard de ça, mais clairement c'est ce que j'ai noté. Ces épisodes-là musicalement c'est assez foufou. C'est bon, j'ai retrouvé les compositions du compositeur de l'OST, et donc il a fait Ashita Wamoto, le thème de Sora. Il a fait le thème de Pinokimon, la chanson, qu'on retrouve dans une OST, c'est pas dans l'animé. Love Serenade de Itemon. Oui, parce que du coup, chaque méchant, on l'a fait, voilà, il y a eu un CD qui est sorti avec les chansons des méchants, et Stan, qui joue dans notre version Etemon, a fait la version du coup chantée en français de cette chanson. C'est ça, et puis Walk on the Edge de Yamato. Avant d'entrer un peu dans les pistes et dans les épisodes, on va quand même faire une petite parenthèse pour parler de quelqu'un que personne ne connaît, qu'on oublie souvent. C'est Kosuke Nishikawa, qui est le monteur de la musique. Donc, pour ceux qui... un peu technique, pour tout le monde, il y a un compositeur qui est là, il compose des musiques, il les donne à la production, et donc la production, c'est lui, ça va être le monteur, il va réutiliser ces musiques et les placer lui-même dans l'épisode en fonction des commentaires du directeur, donc Kakudo, ou des directeurs d'épisodes qui veulent une musique triste. Donc c'est lui, du coup j'apprends aussi, c'est le monteur qui a le pouvoir d'aller mettre les musiques à droite à gauche et qui fait un peu qui décide finalement. Il va s'inspirer d'une ligne de conduite, mais c'est lui qui décide et qui a le dernier mot. Alors c'est pas lui qui a forcément le dernier mot, ça doit être le directeur d'épisode, mais clairement on lui dit mets une musique là, une musique triste là, il va piocher une musique triste et puis voilà. Mais si un directeur lui dit Nick, je veux ce caca-là, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Je vais vous raconter justement cette petite histoire. Donc lui, il a bossé sur toutes les séries jusqu'à Savers. Et donc il met les musiques un peu partout. Mais le plus dur, c'est qu'il a dû placer des insert songs durant les épisodes, notamment Brave Heart. Parce que Brave Heart, c'est une chanson, c'est le thème d'Evolution. Sauf qu'il y a un gros problème.
c'est que c'est une chanson avec des paroles. Donc on ne peut pas couper la musique n'importe comment. On ne Oui. peut pas débuter n'importe comment et on ne peut pas finir n'importe comment la musique. Mais là où ça devient drôle, c'est que chaque épisode, la durée, enfin le temps alloué pour l'évolution pour tout ça, il est complètement différent. Donc chaque épisode, il devait se prendre la tête pour monter parfaitement cette chanson et lui, il le dit dans une interview qu'il a pété un câble. Enfin. Mais en plus, il n'y a pas un épisode où la musique dure 7 minutes ou 8 minutes ou c'est Ah dans oui, Tri oui. C'est François, Oui, tu le bah- sais, est-ce que t'es... Ouais. Oui, c'est dans Tri, hein, du coup. Ah, c'est dans C'est Tri. dans le film 4, je crois, où là, il y a vraiment tous les Digimon qui évoluent les uns après les autres. Avec tous les stades. Ouais, c'est quand c'est Sora, c'est Piomon qui ouvre la danse et après, ça continue pendant je ne sais plus combien de temps. Bah ça de toute façon c'est son rôle parce qu'il a aussi un rôle un peu de composition, hein. C'est-à-dire que lui-même il va réarranger quand il y a certaines fois on lui disait de mettre une musique et il l'avait pas. Donc il va composer lui-même, va arranger un petit peu des musiques lui-même. Quand tu dis Ils il sont- l'avait pas, c'est parce qu'on lui demande genre une musique genre western et il dit ah bah j'ai pas de western, faut que j'en compose une. Bah c'est ça. Tout simplement. Alors je sais pas exactement, c'est issu d'une interview, je sais pas vraiment comment il va là-dedans. Mais Après c'est peut-être parce que dans l'OST, enfin en tout cas, il y a allez, une trentaine de pistes qui ne sont jamais sorties dans les CD d'OST. Sauf que des fois, c'est des variantes, je dis n'importe quoi. Il y a un thème où il va pas y avoir la mélodie principale, mais il va garder que le reste. Est-ce que ça pourrait être c'est ça C'est Oui. c'est littéralement ça, il le dit lui-même, c'est même Ok. pas sorti sur CD. Donc il invite tout le monde à, quand on regarde un animé, de l'écouter également pour pas oublier le travail qui a été fait. Ok. Parce que du coup, t'avais fait comment d'ailleurs? Parce que juste une parenthèse sur la partie recréation sonore de la version française qu'on a faite nous avec le fandub, c'est que au final, les musiques que tu n'avais pas en OST, François, parce que t'avais demandé à un moment au groupe de. Non, mais je c'était sais au plus, tout de les début, lister. avant qu'on trouve Ah, ok. le X-Minus là, qui nous permettent de travailler de manière beaucoup plus efficace. Ok. Alors pour finir sur lui, il indique que à l'époque, retravailler des chansons, c'était un tabou, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Une Ah ouais chanson, tu n'y touches pas. Ouais, c'était l'époque, hein. Et aussi, c'est lui qui prenait quelques petites initiatives, comme il insérait des character songs dans des épisodes directement lui-même, quoi. Alors, Ok. pas forcément sur Adventure, mais sur les autres saisons, probablement. Mais sur Adventure, il l'a un moment. Quand ils font la prophétie là pour évoluer en Wargreymon et en Metal Gear Urban. Oui, il y a l'insert song de Taichi, ouais. Oui, voilà. Tsubasa Nichi. Donc c'est lui qui a décidé ça. Quelle voix? Non, pas forcément celle-là, Ah oui. mais dans une des 4 séries laquelle il a travaillé, même des 5 avec Savers. Je crois même pas qu'il y ait de character sound sur Savers, mais bon. Enfin, dans la série. Ok. Voilà, il a dû faire des trucs. Alors là, on va se concentrer un petit peu sur les pistes, et puis j'ai envie de dire les épisodes derrière, hein. Alors j'ai noté quelques trucs, hein. Genre piste 7, Koshiro no Theme. Il y a un passage de la musique. Ah oui, c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable. Il y a un passage de la musique qui ressemble énormément à The Biggest Dreamer, qui est une chanson composée par Otami Chieko. Alors, on se demande si c'est pas inspiré. Alors, The Biggest Dreamer, c'est le générique de Digimon Tamers, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. C'est, vous savez, dans le générique, ça fait So boku wa kitun tanda, duto shukudayu wasureta. Bah ça, cette mélodie exacte, elle est dans le thème de Koshiro, de l'OST. Ah Je vous oui, promets, c'est un truc de malade. c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je l'ai là. Ouais, donc voilà, moi je ne l'explique pas. Bah c'est Voilà. forcément qu'il Coïncidence aimait ce thème et bah non, il n'y a pas de coïncidence. Là, c'était un Non, un franchement, hommage. c'est un hommage. Pour moi, c'est un hommage. Je vois pas comment on peut faire pareil. Alors, le temps de boire un peu d'eau. Piste 13, Inyana Yokan. J'ai vu un commentaire qui dit que la piste utilise le même procédé que I Want to Thank You de Bob James. Voilà. C'est une influence que je ne connais pas, mais c'est une des influences de Harisawa. Attends, la piste 13, c'est pour me resituer, on l'entend genre dans quel type d'épisode ou à quel moment Je sais plus, c'est une piste random. En fait, Ok. à la fin, il y a une sorte de musique dégressive
Ça a fait oui, de mémoire. On l'a tous reconnu là. Non, je l'ai pas, mais c'est pas grave. En fait, c'est assez rigolo parce que c'est exactement la même chose que cette chanson de Bob James, et c'est vraiment se rendre compte que derrière, bah oui, il a des influences, hein, le gars. Ok. Piste 14, Taiketsu. Elle est sympa cette piste parce qu'il y a une montée en puissance du danger avec des battements de cœur, littéralement dans la musique. Il avait beaucoup utilisé quand il y a Vandemon. Ouais. Et ben voilà, François il connaît rien en musique, mais il sait par cœur où je sais où sont les choses, mais effectivement, après, moi, je peux pas dire la mais il sait où ça va. Là, il y a quoi? Il y a la piste 23, là, Zetsubo, qui est assez excellente, avec une accélération de la mélodie et du danger, avec un break à la flûte assez sympathique. Il y a une chanson qui est ouf. Alors ça, là, j'ai découvert récemment. Ça s'appelle Shugeki Soshite. C'est littéralement, une version accélérée de la piste Take the Star Seed de Sailor Moon. Donc du même compositeur. Oh, mais le non. Mec, il a pris la même, il a accéléré, voilà, c'est bon, c'est fait. C'est ouf. Je me le note parce que je vais aller l'écouter. On finit là, je vais aller l'écouter après. Voilà, là on va pouvoir parler un petit peu tous ensemble. Piste 27, Shori Zen no Tem, la fameuse musique de l'épisode 21 par Mamoru Hosoda, quand Taichi retourne dans son monde. À la toute fin, il s'envole, il y a des rochers derrière lui et il dit au revoir Hikari, on se reverra, tout ça. Oh. On va faire un petit focus autour de cet épisode. Donc l'épisode 21, c'est celui où Taichi revient temporairement dans le monde réel. Et en fait, il est très différent. Il est très différent et ça s'explique déjà musicalement parce que il a très peu de musique contrairement à avant. Avant, on a plein de thèmes d'aventure, de l'action, de l'émotion, tout ce qu'on veut. Là, on arrive, il n'y a que le boléro de Ravel qui est joué à 3 ou à 4 reprises. Il y a le son des cigales, il y a le son de la TV en fond et énormément de silence. Alors il y a Braveheart aussi parce que faut pas déconner. Bon, ils se sont dit. Ils sont sous contrat de toute façon. Ils sont sous contrat les gars. Donc sans musique, en fait, cet épisode, on sent vraiment la lourdeur de la chaleur de l'été, l'ennui lors de ces longues journées d'été, un vrai retour à la réalité, hein, littéralement. Ouais. Si je peux faire une petite parenthèse son, c'est assez rigolo parce que on sent que sur cet épisode 21, il a repris beaucoup de choses qu'il avait fait dans le film préquel. C'est tout bête, mais il y a un petit son d'avion ou quoi qu'on entend. Mais alors, faut vraiment tendre l'oreille. Hein. Mais genre tout le passage quand ils sont, si je dis pas de bêtises, quand ils sont dans la chambre, qu'il y a Botamon qui vient d'éclore. Ce passage-là, du coup, dans la version japonaise, il n'y a pas de musique. Il y a juste une espèce de petit son d'hélicoptère ou d'avion ou je sais pas quoi. Et ben, c'est la même chose qu'on entend dans l'épisode 21. Il y a des longs moments de silence, mais il y a pareil. C'est tout le passage notamment où Hikari elle est sur le canapé en train de jouer avec Koromon là. C'est pareil, il a réutilisé genre un bruit d'avion et tout. Alors je sais pas à quel point il était impliqué avec le gars du son pour dire mets-moi tel truc, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui dans l'épisode 21 qui font référence à son travail qu'il a fait du coup sur le film préquel. Honnêtement, vu la gueule de l'épisode, il a dû être très impliqué à tous les niveaux. Donc ouais, il y a la fameuse la musique de la fin là, Zen no Tem. Il y a des petites cloches en fond. C'est la mélodie. Pour moi, on dirait l'instrument le theremin, mais c'est pas ça. Hein. Je sais pas quel est l'instrument derrière. Et on la réentend à plusieurs moments, et notamment dans le dernier épisode contre Apocalypse, quand il l'enferme dans un cube qui disparaît. Voilà. Oui. Et on l'entend dans le 39 aussi, quand ils repartent tous pour le monde numérique. Ah, mais on en parlait une fois avec Nicolas, ce moment dans le 39, mais il faut les poils, il faut les frissons, tout, hein, le contexte, mais la musique notamment. Hein. Et le 39, c'est lequel déjà ? C'est quand ils repartent dans le monde numérique, ils s'envolent dans le ciel, ils disent au revoir à leurs parents. Après, je crois que la version de cette version-là, elle est sans le thème principal dans le 39. J'ai un doute, mais je crois. Bon. Les gens ils réécouteront la version de notre fandub, voilà. 39 pour s'en rendre compte. En tout cas, voilà, cette musique, elle est un peu emblématique des moments un peu tristoun. Oui, tristoun. Et en fait, l'OST1 se conclut avec la Cinema Size
de Butterfly, celle du film pilote, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'OST du film pilote, puisque à part le boléro de Ravel et ça, il se passe pas grand-chose, quoi. D'ailleurs, le boléro de Ravel, vous savez pourquoi ils l'ont utilisé ? J'avais lu, mais je me souviens plus. Je ne sais pas, moi je suis curieux. C'est tout bête parce que la musique est tombée dans le domaine public. C'était la seule raison. Mais il y a d'autres raisons aussi, mais non, mais en fait, pour ça explique aussi parce qu'il y a une période où on l'entendait partout dans les pubs, à la télé. Enfin, franchement, il y a des moments, je sais pas si vous avez la même impression. Je sais que des fois, je vois beaucoup ça passer sur les réseaux sociaux qui parlent de Digimon. C'est les gens quand ils entendent le boléro n'importe où, tout de suite, c'est Digimon. En fait, non, pas du tout. Hein. C'est juste que voilà, ça passe à tous les coins de rue, mais je ne savais pas que c'est intéressant. Ouais. Non, c'est intéressant. Et du coup, le boléro, c'est quand même assez fou parce que c'est de Ravel. C'est un thème qui est extraordinaire, qui est connu dans le monde entier. Ouais. Et pour nous, quand on entend le boléro de Ravel au hasard pendant les JO, c'est la musique de Digimon. Oui, c'est vrai, exact, pendant les JO. C'est horrible. Oui. Moi, ça me fait ça avec la 5e de Beethoven sur Évangélion ou je sais plus quel autre thème là. Ah oui, du Chopin, Tristesse de Chopin pour Full Metal Alchemist. Oui. Mais c'est des chansons qui ont été bousillées par l'animation japonaise. C'est horrible. Pas que l'animation japonaise. Hein. Moi, petite parenthèse, Lettre à Élise. Moi, je ne peux pas penser à autre chose que ça, le clown tueur. Parce que elle est au début du film et je te jure que dès que j'entends Lettre à Élise, j'ai l'impression que le clown il va débarquer et que je vais me faire zigouiller. Moi, sinon, là j'ai noté un petit truc qui m'avait beaucoup marqué dans un des épisodes. C'est l'évolution, donc dans l'épisode 13, je crois, quand Patamon évolue en Hegemon contre Devimon. Il y a Braveheart qui dure assez longtemps. Et en fait, il y a un moment que je trouve génial, c'est quand Angemon se retourne vers Takeru et lui dit Sumanai Takeru, genre désolé. Et en fait, c'est pile poil au moment où il y a le break musical de la chanson, juste après le refrain. Oui. Et en VF, il dit, dans notre formidable VF, c'est « Pardonne-moi, Takeru ». Ouais. Mais c'est toi en plus, Angemon. Ah oui, je le sais, c'est pour ça. Je la connais celle-là. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, on se rend compte que le monteur, il a dit, alors je sais pas si c'est le réalisateur d'épisode ou le monteur qui s'est dit, on va placer vraiment ce moment-là, ça change tout. Oui. Je sais pas si tu vas parler des chansons qui sont jamais sorties, parce que si on peut faire une petite parenthèse, il n'y a pas que le boléro de Ravel qui est une musique. Merci, je voulais en parler. J'en parle un peu plus tard de mémoire, mais tu peux le faire. Tu peux le parler dès maintenant. Il y a le fameux concerto de Aranjuez. Ah, mais moi, cette musique, je vous promets, mais notamment dans l'épisode 13, du coup, quand il monte la montagne avec Léomon, mais moi, je vous jure, je la connaissais pas d'avant. Cette musique, je croyais vraiment qu'elle était de Digimon. Ah, moi aussi, même. Mais c'est une des plus belles musiques de Digimon, justement. Moi, dès qu'elle retentit, elle apparaît à d'autres épisodes. Notamment, on en parlera elle est dans tout à 3 l'heure, épisodes. Épisode 45, notamment 44, pardon. 44, ouais. Ouais, 44, ouais, sur Yamato. Mais cette musique, mais Dieu, qu'elle est magnifique, mais qu'elle est extraordinaire. Mais du coup, elle vient d'où? Dites-moi. Alors, c'est une reprise d'un concerto pour guitare classique, ou sèche, je ne sais pas la différence, de l'espagnol Joaquim Joaquín Rodrigo, qui a été écrite en 1939. Et on l'entend aussi dans l'épisode 52. Oui, l'évolution du combat contre Piémon, ouais. Tu vas me dire que là aussi, c'est parce qu'elle est tombée dans le domaine public. Possible, oui. Vu les dates. C'est horrible de dire ça. Pour tout le respect que j'ai pour le compositeur, pour moi, à part la fameuse chanson Zen no Theme, toutes les meilleures pistes, c'est des musiques de Ravel, c'est celle-là, c'est d'autres, quoi. Mais parce que, en vrai, c'est parce qu'elles sont intemporelles et il y a une vraie puissance. Elles ont daté de plus d'un siècle. Utilisées à bon escient et mises au bon endroit, elles font leur travail et elles sont magnifiques. D'ailleurs, tu vois que celle-là, elle est utilisée avec parcimonie, hein. Oui, trois fois dans la série, c'est que voilà, ils savaient ce qu'ils faisaient. Quand elle retentit pour l'évolution d'Angemon en Oli Angemon, c'est. Mais moi, c'est l'épisode de Yamato. Vraiment, cet épisode-là, c'est rien qu'y repenser, j'ai les larmes aux yeux parce que je veux dire, il y a en plus le voyage personnel de Yamato, son introspection, tout ça, c'est juste brillant, quoi. Eh ben, écoute, on peut en parler parce que dans mes notes, petite parenthèse, il y a Holy Light, qui est reprise en version instrumentale, alors que c'est une chanson qui a été composée par Motoyoshi Yawasaki, de la manière que Sweet Innocent
qui est une composition de Komi Shoji pour la character song de Mimi. En fait, il a réutilisé des choses. Bref, et justement, là, moi, je parlais de la piste 21, notez bien, 21 de l'OST2, Namida no Yukue, qui est la fameuse chanson à l'harmonica dont tu dois sans doute faire référence, Aldric, depuis tout à l'heure, qui est très triste. Et on l'entend notamment dans l'épisode 43 au début, quand Mimi, elle érige des tombes pour les Digimon qui se sont sacrifiés. Et c'est là où Yamato fait la morale. C'est là où devient le conflit d'ailleurs, le vrai conflit. Qui fait la morale à Taichi en disant qu'il semblait pas autant affecté que les autres de la mort de ses Digimon. Et lui, il s'énerve, quoi. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du podcast sur les romans, dans les romans, c'est l'inverse. Du coup, voilà, je reviens sur ça parce que ça m'a choqué dans les romans. Ah ouais, c'était. Mais dans les romans, en fait, c'est pas Taichi qui est pressé, mais c'est Yamato qui s'énerve sur Mimi, en fait, et qui rentre dans le conflit, alors que dans la série, Yamato défend Mimi. Et moi, ça m'a surpris et choqué, même si, surpris, que dans le roman, ils aillent sur cette piste-là, alors qu'en fait, finalement, il y a des arguments qui tendent à penser que oui. Enfin, je reviens sur ça parce que moi, quand François parlait du roman, ça m'avait vachement surpris cette différence. Ouais, c'est assez ouf, quoi. Des petites décisions comme ça peut changer quand même beaucoup de choses. Il y a cette piste, justement, qu'on retrouve dans l'épisode 44, quand Yamato parle à Gemumon en remettant en question, se remettant en question vis-à-vis de Takeru, tout ça, là. Et après, il va se faire manipuler par le grand arbre. Moi, c'est vraiment mes épisodes préférés. Comme c'était les épisodes préférés aussi, Aldric, parmi tes préférés. Moi, le dernier l'arc des Dark Masters, oui, il y a quasiment tous les épisodes, moi je les mets en très haut du panier parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment quand l'arc qui. L'accomplissement de la maturité, le côté vraiment. Là, ils sont dans quelque chose où ça rigole pas, quoi. Je pense qu'il y a pas il y a très peu d'épisodes où tu les vois, à part à la fin, rire et tout. Là, ils sont vraiment. Ils risquent de mourir à chaque instant, ils se séparent, ils se disputent, ils se brisent. Vraiment, après tout ce qu'ils ont vécu dans le monde réel, ce retour dans le monde numérique, je l'ai trouvé vachement dur, vachement difficile. Et quand t'es jeune et que tu te plonges dedans. Dès l'épisode 40, quand ils arrivent et qu'il fait nuit, ça annonce tout de suite la couleur, tu te dis. Ah non, mais de toute façon, ils sont formidables ces épisodes. D'ailleurs, petite pirouette musicale, comment on fait pour rendre cet aspect dramatique encore plus fort ? Par exemple, dans le 45, alors peut-être avant aussi, mais en tout cas dans le 45, quand Yamato, à travers Metal Garurumon, combat Taichi et se digivolve, il n'y a pas Braveheart. C'est la musique. Et quand on s'est tapé Braveheart à tous les épisodes, même dans le 21, qui gâche un peu l'ambiance, et que elle ne gâche pas l'ambiance, c'est une pirouette qui rend le truc complètement différent. Alors, ça a été, il y a quelques épisodes, je ne les ai pas notés, où il n'y a pas Braveheart. C'est plutôt intelligent, quoi. Des épisodes sans Braveheart, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais en tout cas des évolutions pas sur Braveheart, oui. Il y en a plusieurs, je sais que dans le 37, face à Vandemon, par exemple, Braveheart n'apparaît que quand il y a... Quand c'est Angé Woman qui apparaît, sinon tout le reste, c'est fait sur de la musique autre. Ouais. D'ailleurs, tiens, j'en profite juste pendant qu'on est sur les évolutions pour faire une petite parenthèse fun fact. Il n'y a qu'un seul épisode, une seule évolution qui se fait sans musique dans toute la série. C'est dans l'épisode 20, quand Taichi va pour sauver Sora dans la pyramide. Koshiro tente de retenir Etemon et il y a Tantomon qui évolue en Kabuterimon. C'est la seule évolution de la série qui se fait sans musique. Voilà. Ok. Parfait. Je l'avais pas. Il apporte sa pierre à l'édifice, François. Voilà. Incroyable. Dans l'épisode 45, je crois, quand il se fait manipuler Yamato, on entend la version acoustique de la chanson Seven. Passage. Ah oui, c'est le 44. C'est le 44. Et pareil, 44, le 44, cette partie-là, l'acoustique de Seven, oh my god, mais c'est tellement beau. C'est puissant, c'est émouvant, oui. Oh là là, Digimon Adventure, quoi. Meilleure série ever. Après Sakura. Pardon. Non, Digimon est tout en haut du panier. Tu vois, Digimon, il vient avant Sailor Moon et Dragon Ball. Et pourtant, Sailor Moon et Dragon Ball, je les ai connus avant Digimon.
On va continuer un petit peu les pistes. Piste 23. Yami kara no mezase vandeman no thème. C'est du clavecin pour une ambiance gothique. Bah oui, parce que c'est un vampire. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui a fait remarquer que ça ressemble à un BWV 847 Fugue in C minor de Bach. Ce qui serait pas étonnant parce que je suis pas sûr que ce soit un compositeur de base de clavecin. Mais alors j'ai essayé d'écouter, je revois aucun point commun, mais bon. C'est peut-être dans l'ambiance juste. Ouais, bah dans l'ambiance tu mets n'importe quelle merde de Bach, t'es dans mais bon, voilà, ceux qui veulent vérifier, ils vérifieront. Hein. C'est ça que je trouve rigolo parce que, alors autant au final, Devimon n'avait pas vraiment de thème à lui, sauf si tu me contredis un peu plus tard. Mais il a peut-être un thème, mais qui est bidon, quoi. Ouais, alors qu'effectivement, même après les Dark Masters n'ont pas de thème propre à eux, alors que justement, enfin, Etemon et Vandemon, ils sont définis par leur thème, le thème très guitare électrique d'Etemon face au justement côté clavecin et très propre. Après Vandemon, c'est l'ennemi qui a le plus d'épisodes qui lui est consacré. Enfin, c'est l'arc le plus long, donc. Oui, mais regarde, Etemon au final, c'est pas le plus long. Oui, pourtant court, ils ont fait des thèmes spécifiques pour lui, quoi. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément de. Ils n'avaient plus de budget arrivé au Dark Master. C'est tout simplement le réalisateur qui a dit au compositeur fais-moi un thème pour lui et pour les autres, Osef, on utilisera. Mais d'ailleurs, voilà. en parlant du fait que les Dark Masters n'ont pas de thème, je crois que ça c'est un des choix musicaux les plus bizarres de toute la série. Enfin, c'est celui en tout cas où quand j'ai entendu, j'ai fait ah tiens, c'est chelou. C'est qu'ils ont utilisé dans l'épisode 40 le thème où Pinokimon apparaît. Alors je serais incapable de dire quel numéro de piste c'est, mais du coup le thème où Pinokimon apparaît, c'est le même thème qu'ils ont utilisé pour Genai dans l'épisode 27 ou 28, quand la maison apparaît sous l'eau. Vous savez, la mer, la mer s'écarte. C'était un thème apparition d'un quelque chose. Bah ouais, mais du coup, ça fait super bizarre d'avoir ce thème-là qui, du coup... le gars, il savait pas quoi utiliser, il a pioché la première qui traînait, et puis voilà. Non, mais après, vous pensez pas qu'à un moment, je pense qu'il y avait peut-être plus le budget aussi pour composer de nouveaux thèmes arrivé à ce moment-là de la série C'est pas une histoire de budget, c'est plus une histoire de planning, et il a tout composé, puis on leur donne une salve, et puis, ah mince, on a besoin d'un thème, on sait pas trop, ouais. C'est plus ce genre-là. Hein. Ouais, parce que c'est tous des thèmes recyclés, c'est même Piemon, du coup, le thème qui est beaucoup utilisé pour lui, c'est le même que par exemple dans l'épisode 8, quand ils arrivent dans la maison, le manoir là, recréé par Devimon. Bah, c'est ce thème-là qui est utilisé et qui après, du coup, n'est réutilisé quasiment que pour Piemon. Ce thème. Mais il n'est pas dans l'OST, du coup, celui-là. Mais dites-vous qu'il y a des thèmes qui ont été arrangés au dernier moment par d'autres compositeurs. Je fais mention au dernier épisode, la version piano de Butterfly, qui est d'ailleurs, je crois, de mémoire, une idée du monteur, justement, qui s'est dit, mais on va mettre c'est bien, ça serait bien de mettre le thème de Butterfly, là, en piano, je sais pas quoi. Ah bah ouais, ok. Et il me semble que c'est Ota Michiko qui a arrangé cette version, et pas le compositeur. Donc, Arisawa. Donc, comme quoi, voilà, après, faut vraiment imaginer que Digimon Adventure, c'est une série, c'est du flux tendu. Donc, c'est pas une production de 50 épisodes et ensuite on les livre. Non, c'est à l'arrache. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu la fameuse saison 3 de Digimon Adventure, hein, comme on en avait parlé une fois en vocal ensemble. C'est que c'est tellement compliqué de tout raccorder, de tout faire, de tout produire chaque semaine qu'ils ont préféré arrêter plutôt que se relancer dans une nouvelle aventure. Piste 27. Shori Zen no Thème, une reprise violon et joyeuse du fameux thème dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, parce qu'un thème, quand on le reprend, peut le rendre triste, on peut le rendre joyeux. Mais oui, thème qui est présent dans l'épisode 48, quand Taichi retrouve Ikari après avoir pensé que Mugen Dramon les avait complètement désintégrés. Très bien François, merci. Ta présence est toujours utile. Merci. Piste 28, Ashtani Mukate. Alors ça, c'est ouf cette piste, je ne sais plus où elle est. Le début, c'est le thème de la Ligue Indigo dans Pokémon. What ? Attends, je vous promets, c'est un truc de fou. Voilà. Mais Digimon, c'est une copie de Pokémon. Bah voilà, oui, littéralement.
Elle est pas beaucoup utilisée. Je sais que c'est celle de l'épisode 14 quand ils ont trouvé les scanners. Et qu'après, on voit, c'est la scène où après ils sont sur Waymon. Ah là. oui, Oui, c'est ça. Je l'ai regardé avec mon filleul il y a pas longtemps. Et en fait, c'est que quand je l'ai regardé, parce que lui, il est fan de Pokémon, je me suis fait là. Enfin, maintenant que tu le dis, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Pokémon à ce moment-là. Mais maintenant, je le sais, parce que tu viens de me faire le lien. Mais oui. Ah, quand ils sont avec leur scanner qui veut Oui. sur Waymon. Ah là là, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Puis après, j'ai rien noté de plus, à part que, comme on a dit tout à l'heure, il y a des pistes qui n'ont pas été utilisées Enfin, qui ne sont pas présentes dans l'OST, qui étaient utilisées dans la série. Donc c'est quelque chose qui est assez courant dans l'animation japonaise, dans des grosses séries comme ça, hein, pas des petites productions de 12 épisodes, mais des grosses séries. Donc ça on en a parlé. Autant il y a des chansons, je comprends, tu vois, genre je sais qu'il y a par exemple Braveheart avec où en fait la voix est remplacée par un synthé, tu vois. Autant il y a des thèmes où vraiment, je sais qu'il y a des chansons, notamment c'est dès l'épisode 2, je crois, ou le 3, genre le thème quand ils ont tous décidé d'aller dormir dans le tramway, et la fin du 2 quand ils vont pour partir là. Bah, c'est 2 thèmes par exemple qui reviennent de temps en temps mais qui sont pas sur l'OST, et je me suis dit c'est bizarre. Est-ce qu'ils ont vraiment dû faire un choix ou quoi ou... Il y a un choix qui est fait à travers les pistes. Et ça c'est quelque chose, voilà, parce qu'on va pas toujours tout mettre. Même si c'est dommage de mettre 2 fois Braveheart par exemple. Peut-être que aussi derrière il y a des histoires on a mis la piste sur une MP3 qu'on a oublié, j'en sais trop rien, parce que des fois c'est pas très organisé. On ne sait pas. Puis bon, c'est pour les enfants, donc les enfants ils s'en fichent. Hein. Oui. L'argument. Alors, pour moi c'est bon. Ce qui concerne la musique, est-ce que vous avez envie de revenir sur un épisode ou une musique en particulier? Pour la musique, votre piste, ouais. Mais du coup, la musique, pas les chansons, on est d'accord. Pas les chansons. Ouais. On l'a évoqué, enfin moi j'ai évoqué l'épisode 44 Sublime, l'épisode 13 on a évoqué un peu tous les passages. Globalement, c'est juste moi, c'est l'anecdote, c'est que c'est aujourd'hui Digimon et ses OST, alors mais pas que Adventure, mais c'est aussi Zero Two et c'est aussi Tri et c'est aussi Kizuna. Oh là là, Kizuna, qu'est-ce que la musique est magnifique. C'est des musiques que je peux écouter régulièrement en mode MP3 quoi, dans mes écouteurs quand je suis dans les transports en commun quoi, parce que tout est génial. Voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est génial et j'adore la musique. Je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Personnellement, voilà, faux fan, va-t'en. C'est l'un du coming out. Je n'aime pas écouter l'OST de Digimon Adventure. Je trouve qu'elle fonctionne carrément sur l'animé. Elle est parfaite pour l'animé, mais elle n'est pas ouf écoutable. À écouter comme ça. Okay. Et pas ouf écoutable comme ça. Mais ce n'est que mes goûts perso. Évidemment, mon avis n'est pas du tout le même concernant les chansons, où là, je suis archi fan. On peut parler des chansons alors. Là, c'est carrément autre chose. Hein. On va parler des chansons. Mais oui. Alors, quand on va parler de chansons, on va parler de qui? Ai Maeda. Non, on va parler du direct. Ouais, mais on va parler d'autre chose. Excusez-moi. Moi, je ne vis que et je ne vois que par Mimi, donc. Eh ben, avant qu'il y ait tout ça, on va raconter des histoires, hein, des petites histoires. Vas-y, Père Castor. On va parler du directeur de la musique Digimon, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige tout ça. Dis-moi. Il s'appelle Hiroshi Chiba. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à bosser sur Digimon en autonome en 98. C'est un type de l'entreprise Yumiko Advertising qui lui a proposé. Et on lui a dit, tiens mec, ça te dit de bosser sur Digimon. Ok, t'as 3 mois pour trouver des chansons. Ah mince. Mais comme son surnom à ce mec c'est le magicien des délais, il fait des miracles. C'est ce qu'il va faire. Donc c'est la personne, c'est vraiment le directeur des musiques, c'est lui qui décide les chansons, comment elles vont être utilisées, quel type de composition, les musiciens, les compositeurs, c'est lui qui gère tout ça. Et il faut tout construire depuis le début. Il faut des démos, les artistes, voilà, les compos, les paroles, la vision. Par quoi commencer? Donc lui, il a rencontré le fameux compositeur Ota Michiko, dont on reviendra un peu plus tard
sur la chanson Brave Heart, qui a été composée justement par Otamichi Eko. Et il le considère comme le seul musicien indispensable à qui il faisait une confiance absolue lorsqu'il discutait de ce que devait être le son Digimon. Donc on va parler d'Otamichi Eko tout à l'heure, mais c'est le compositeur le plus prolifique de Digimon, et c'est notamment lié à la confiance qu'il a avec le directeur de la musique. Il y a aussi Cher Watanabe, qui a été mis à rude épreuve. Donc ça, on va aussi parler de lui un peu plus tard. C'est d'ailleurs quelqu'un, ils ont dû même gâcher son réveillon et la première année de l'année, alors qu'il venait à peine d'emménager avec sa femme dans un nouveau foyer pour travailler des compositions. Le pauvre. Chiba, donc il est considéré donc, par Shintaro Matsui comme l'encyclopédie musicale ambulante de Digimon and Music. Et donc Shintaro Matsui, c'est le producteur de NEC Interchannel, qui est la boîte de musique, tout simplement. Je crois qu'elle va être renommée après Dream Music de mémoire. Je sais plus le nom. Ça dure jusqu'à je sais plus quelle année. Enfin bref, c'est pas très important. On va parler maintenant. On va d'abord parler de tout le monde. Et ensuite, on va parler des compositions. Ensuite, on va parler de la personne que tout le monde connaît, Koji Wada. Oui. Alors, Koji Wada, est-ce que vous savez combien il a de frères et sœurs? Voilà. Je m'attendais pas à cette question. Non, on s'en fait. Je pense que personne ne sait. C'est le plus jeune d'une fratrie de 4 frères. Okay. En fait, il voulait être un joueur de baseball et participer au championnat au Koshien, mais bon, malheureusement, son manque de talent l'en empêcha. Il voulait aussi être chauffeur de bus, voilà. Bon. D'accord, il a bien fait de s'en tenir à la musique. Ah ouais, c'est compliqué pour lui, parce que son goût pour la musique commença donc durant le lycée, où il avait un groupe. Et en fait, à 18 ans, quand il a vu un de ses camarades faire de la guitare, il a trouvé sa classe et décida de s'en acheter une avec ses étrennes du Nouvel An. Bon. Oh, ok. Il décida ensuite de quitter sa famille à Kyoto pour tenter sa chance à Tokyo avec seulement 2 bagages et 400 000 yens en poche. Donc c'est quoi? C'est 4 000 €, 3 500 €. Enfin, je sais pas quel c'était le cours à l'époque. Et en fait, il fit énormément de petits boulots sans jamais abandonner sa carrière de chanteur en tant que livreur où il chantait durant ses tournées. Donc quand il était avec sa voiture, il chantait comme ça. Même chez lui, il chantait. Et il habitait près d'une autoroute pour qu'on ne l'entende pas quand il chante. Il envoyait près de 1000 démos à de nombreux labels qui rejetèrent toutes ses productions. Et vous savez pour quelle raison il voulait devenir chanteur? Pas du tout. La raison la plus nulle du monde. Il voulait pour draguer les filles. Pour prouver qu'il était meilleur que son premier amour qui l'a rejeté. Mon Dieu, que c'est dramatique. En fait, il a été repéré avec beaucoup de chance. C'est parce qu'il y a quelqu'un de la production qui a acheté sa démo à la poubelle. Et le directeur de la musique, la fameuse personne dont je vous ai parlé, il faisait les poubelles. Hiroshi Shiba, il a fait les poubelles et il l'a ramassé et il l'a écouté. D'ailleurs, donc la chanson Fire de Digimon Adventure, Digimon Frontier, elle fait référence à cette musique, cette démo dans la poubelle. Le refrain, c'est assez. C'est un truc du genre l'espoir peut venir d'une poubelle. D'accord. Voilà. Donc, ils sont tapés. Le gars s'est tapé une barre. Le parolier. Il s'est dit on va mettre ça là-dedans. Donc le producteur là, le directeur Hiroshi Chiba, il écoutait les démos comme ça le soir, il était fatigué et à un moment donné il a écouté cette démo là de Koji Wada et ça l'a réveillé parce que la clarté de sa voix, il a une voix vraiment pour tout le monde connaît la voix de Koji Wada, elle est différente. Elle est assez différente. Il l'a contacté le lendemain. Alors que son pitch et son rythme ne sont pas bien. La démo, il le dit, elle est nulle. Littéralement, texto. Mais sa voix, il s'est passé un truc. Et donc, quand il l'a rencontré, il s'est rendu compte que la simplicité et son amour pur pour le chant, ça l'a marqué, quoi. Et donc, voilà, fin du contact. Et quand il a fallu trouver un interprète pour Butterfly,
en fait, il n'y avait pas de chanteur masculin chez NEC Interchannel, vraiment affilié. Enfin, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, eux. Et donc, lui, il a pensé à Koji Wada parce que c'est la première personne qui venait à son esprit pour être capable de chanter donc Butterfly. Et notamment, alors, dans Butterfly, à la fin de la chanson, il y a Tsubasa Demo. Tsubasa Demo, c'est Tsubasa Demo, avec une sorte de voix de fossé. Le bas, il est très haut. Et pour lui, seul Koji Wada était capable de faire ce bas, quoi. Je confirme parce que pour l'anecdote, vu qu'on l'a adapté en français et fait en français avec les gens du fandub, ça a été une année parce qu'en fait cette chanson est extrêmement compliquée à chanter et nous on a des garçons et des filles qui chantent dessus. Je ne sais pas comment à l'époque ils ont fait quand sur Tri ils ont fait avec les 8-9 voix compagnie. C'est en fait la note dont tu parles en fait, elle est compliquée en fait. Et donc du coup, nous on l'avoue, on a dû changer la tonalité. Bouh, c'est pas bien, ne faites pas ça, nous avons honte. Mais on a dû changer la tonalité de la chanson pour que tout le monde puisse y arriver sans trop de difficultés, parce que sur la tonalité d'origine, elle est casse-gueule, hein, soyons honnêtes. Et Romain, qui joue Taichi, qui l'a reprise dans la version Tri, je pense qu'il s'y est cassé la voix. De toute façon, il s'y est cassé énormément la voix, parce que pareil, pour faire passer, et c'était son goal, il a essayé, mais voilà, elle est extrêmement compliquée, même pour des gens qui sont chanteurs expérimentés. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas pris de chanteurs expérimentés ? C'était une décision de prendre que des chanteurs moins connus, hein, tout simplement, des nouvelles voix. Ok. Donc, alors quand lui il est arrivé, le producteur avec Koji Wada en disant ouais, je veux que ça soit lui, personne n'y croyait, hein, disait mais mec, tu abuses, regarde sa démo, elle est pourrie. Mais le producteur de NEC, il a dit, lui il l'a soutenu son gars, et s'il l'avait pas soutenu il n'y aurait pas eu Koji Wada, tout simplement. Waouh. Bon, après on a bien vu jusqu'où il est allé, hein, Koji Wada. Ouais, il est tellement associé au projet, franchement je suis... Comme on va parler uniquement de Digimon Adventure, je vais pas parler de la suite de son parcours, pour le coup, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais c'est pas le sujet, et puis il leur tourne. Hein. Et on va parler un petit peu des autres. Le chanteur de Braveheart, c'est un quiz. Je l'ai perdu, là. C'est pas celui qu'on retient le plus. C'est Ayumi Miyazaki. Ayumi Miyazaki, oui. En plus, il a un nom pas compliqué. Mais oui, mais j'ai eu un gros moment de blanc là d'un coup. Ah là, vous n'êtes pas des vrais fans. Ah là là. Mais non, mais on voulait voir si tu suivais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, lui, c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille d'artistes. Son père, il est compositeur de films des années 70, hein, notamment, et aujourd'hui, il est décédé. Et son frère, Michi, également. Hein, et d'ailleurs, c'est son frère qui a composé l'ending de Bokulan no Wargame. Donc, Alu, plus long jet. Voilà. Alu no Sushishimo. Voilà, Alu, voilà, c'est très bien. Le printemps. Voilà, que l'on a aussi fait en français, hein, au passage. J'adore celle-là. Elle est magnifique. Et je trouve qu'il y a une joie de vivre, une nostalgie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, bon bref, c'est pas le sujet. Parlons de Braveheart. Donc, en fait, lui, il commençait un peu sa carrière. Et il y a le patron d'une société, d'une connaissance, qui lui a dit que Toei Animation, là, il recherchait pour Digimon, il cherchait un chanteur. Il a postulé et il a été retenu pour Braveheart. Qu'il n'a pas composé, il est juste à l'interprète. À l'époque, il faut savoir que chanter pour des animés, c'était pas commun. C'est une niche et c'est pas forcément bien vu quand on veut composer pour l'entertainment en général. Oh, alors que les musiques, elles gardent encore 20-25 ans plus tard, elles continuent, elles sont là, elles sont intemporelles. Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment une autre... on est vraiment en 99, hein, et encore ça va mieux en 99, mais on est sur un autre mood. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que à l'époque, on a tendance à mettre des pseudos pour chanter. Alors, on lui a proposé de chanter sous pseudo. Lui, il a refusé, hein, parce que ça lui plaît pas. Hein. Même s'il y a un pseudo... Puis l'assumer, même si il y a quand même son pseudo Ayumi sur The Last Element, qui est l'insert song de Digimon Frontier. Bon, je sais pas pourquoi, mais elle est dedans. Et donc changer de pseudo, voilà, c'est ce que c'est. Alors Ai Maeda a changé aussi son Ai Maeda qui chante. C'est Mimi et c'est celle qui chante les endings. Mais du coup, elle est là parce qu'elle est. Attends,
Vas-y. Non, j'ai dit qu'elle a. Enfin, qu'est-ce qui était le premier? Elle a eu le rôle de Mimi en premier, ou elle a été choisie comme chanteuse, et ensuite elle a eu le rôle de Mimi? Pour moi, elle a eu les deux. On va en parler avec le truc, Ok. mais pour moi, elle a eu les deux parce que c'est quelque chose de courant. Enfin, courant. C'est de l'époque de chanter et d'interpréter en même temps un rôle. Mais oui, parce que la question qu'elle allait te poser, c'est parce que quand elle a été prise, comme il y avait que 13 épisodes de prévus, I Wish était pas encore destiné à être dans la série. Mais c'est donc du coup, j'imagine qu'à un moment, quand l'idée de cet épisode, il est venu parce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, justement, Haïm chante le ending, bah du coup c'est Mimi, ah bah tiens, et si on faisait chanter Mimi dans la série? J'imagine que c'est comme ça que. Alors, pour le c'est coup, que arrivé. Mimi qui chante dans la série, oui, c'est clairement parce qu'elle chante le générique de fin. Hein. Voilà, donc ils se sont dit, on C'est- va créer une intrigue sur le sujet. Et puis, C'est ça, c'est clairement ça. Alors attention, il y a pas eu ça a été prévu pour faire un an de diffusion. Il y a peut-être que 13 épisodes qui ont été écrits de ce que tu racontes, mais ça a toujours été conçu comme 52 épisodes, hein, Digimon Bah Adventure. non, François va me dire le contraire du coup. Non, pour le coup. ça a été débunké. Je l'ai vu D'accord. sur un François site- Oui. Parce que moi je me basais sur En les fait, dires je de te- François dans un précédent podcast. Non, je te promets, c'est sûr parce que sur ce créneau horaire, là, le Fuji TV dimanche matin 9h, on fait pas de série de 13 épisodes. Mais parce que en C'est fait, des gros. et c'est pour ça que du coup, il y a qui expliquait que l'opening, il y a que les images de Devimon et des 13 premiers épisodes, parce que du coup, c'était censé s'arrêter à l'épisode 13, et c'est ensuite devant le succès, ils ont Alors, commandé c'est- plus d'épisodes. C'est surtout que les 13 épisodes ont été conçus et le reste a été prévu mais pas encore conceptualisé. Il faut vraiment imaginer que beaucoup de séries, elles sont pas terminées. L'écriture n'est pas finie avec Tu le temps. prenais ta source, parce que du coup, comme ça contredit ce que il y avait que François a vu sur une autre source. Eh ben, on mettra ça en commentaire. Il faudrait que je refasse un petit peu des recherches là-dessus. De toute façon, je suis retombé un peu dans un trou de lapin. J'ai découvert plein de trucs sur la production. Mais alors, effectivement, après, est-ce que la subtilité viendrait pas de. Est-ce que il y avait 13 épisodes décrits Oui. avant que la suite. C'est très très probablement ça. Ah. Ouais. Que, à mon avis, quand ils ont commencé la série, enfin, qu'ils ont commencé la production de la série, ils avaient que les 13 premiers qui savaient absolument pas ce qui allait se passer après. Peut-être que c'était ça et qu'en fait, la traduction était pas forcément très bonne sur les sources que j'avais moi, mais c'est possible. Ça doit être ça. Et du coup, pour revenir à Imaeda, donc du coup, pourquoi elle a repris son nom après? Enfin, pourquoi elle a commencé avec un Alors, pseudo Non, elle a pas commencé avec un pseudo. Elle a commencé en tant qu'Aimaeda. Sur les singles, il y a écrit Aimaeda. Et depuis le single de Haru, justement, de Boko la One Hour Game, Ouais. c'est bien Aimaeda, c'est IM qui est dessus. I Pourquoi am. la changer, j'en ai aucune idée. Faut lui I am poser la- enchanté. IM. Et même Ai, son nom d'écriture de parole, c'est Ai. C'est parce que c'est Voilà. une intelligence artificielle. Alors, il y a un autre cas qui est très 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 connu, enfin très connu dans le milieu Digimon, c'est Wild Child Bound, qui est un artiste qui a chanté la chanson Evo dans Digimon Tamers. Et en fait, personne ne savait qui c'est jusqu'en 2021, donc 20 ans après. C'est un chanteur qui s'appelle Yoji Shige Masataka, je crois. D'ailleurs, même le réalisateur ne savait pas que c'était lui. Et il a pris un pseudo parce que pour pas chanter dans Digimon, il voulait pas que ça compromette sa carrière, quoi. Ok. Bref, donc lui, comme il s'appelle Ayumi Miyazaki, il compose beaucoup, hein, c'est un gros compositeur, il a composé notamment pour les Johnnies, c'est des boys bands extrêmement célèbres au Japon, et un de ses plus gros succès, dans l'anisong en tout cas, c'est Rose, l'OP de Nana. Nana qui est extrêmement connu, c'est un shoujo, mais c'est overpuissant comme truc, et c'est lui qui a composé le générique. Ok. D'ailleurs, je crois que c'est la chanson la plus connue de Anna Tsuchiya, quoi. Il n'a pas fait que du Digimon. Il a participé à du Prince of Tennis ou du Vanguard, hein, voilà. Et en fait, aujourd'hui, avec le succès de Braveheart, lui-même, il dit que c'est sa porte d'entrée pour le monde entier, parce qu'il est invité un peu partout dans le monde, sauf en France, bien évidemment. Donc, pour Digimon, c'est Ayumi Miyazaki, c'est le chanteur des insert songs Digimon. Hein. Il participe pas sur Tamers ni Servers, mais il a bien fait Crosswords ou même Apemum. Parce que du coup, il a fait quoi? Il a fait Bravat, il a fait Seven. Il n'a pas fait Seven. Ah, mais c'est qui Seven? C'est Koji Wada. Ah bah oui. Il a fait les thèmes d'évolution de Zero Two. Il a fait Frontier, il a fait l'Insert Song aussi, Last Element. Qui a fait le plus de chansons sur Adventure? Qui a chanté le plus de chansons sur la partie Adventure, mais large, hein, Adventure, Zero Two. IM. IM, ouais. IM parce qu'elle a fait les endings. Elle
Et puis elle a fait les indies remixés et compagnie. Voilà, c'est elle, tout simplement. Ouais. Et ben, on va parler d'elle, du coup, Ai Maeda. Elle fait partie donc Aoni Production, qui est une boîte de production. Elle aussi, on parlait des aigus, du coup, pour revenir à Shannon qui a fait la version française. Ah ouais. Elle aussi, elle en tient un niveau. Pas. Elle en tient un niveau dans les aigus. Ah ouais. Elle a une voix. C'est sa qualité, c'est sa grande qualité. Oui. Donc voilà, c'est une société qui gère des seiyuu capables de chanter, de doubler, qui sont multitâches. C'est pour ça qu'elle sait faire les deux. En fait, quand elle était jeune, elle est devenue archi fan de l'anime Pat Labor, dévorant absolument tout et découvrant le métier des seiyuu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pat Labor. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez Ghost in the Shell? Oui, ça oui. Voilà, c'est un film qui est culte. Le réalisateur de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, il a réalisé avant les 2 films de Pat Labor, qui pour moi sont 1000 fois meilleurs que Ghost in the Shell. En fait, c'est des gros robots police. Il y a une série qui est sortie en France, d'ailleurs, qui est géniale. Bref. En fait, elle a toujours voulu être chanteuse. Et notamment, alors ça c'est ce que dit Wiki Japon, mais j'ai pas retrouvé la source. En fait, elle a adoré le rôle principal de Pat Labor, donc je sais pas qui est le rôle principal, peut-être Noah, et qu'en fait celle-ci chante le thème final de Pat Labor. J'ai essayé de retrouver le thème final de Pat Labor, il n'y a aucun caractère qui chante ça. Mais bon, en tout cas, elle est devenue seiyuu pour pouvoir chanter des chansons, des insert songs ou des endings ou des choses comme ça, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment une fan d'anime de base. Et c'est parce que du coup, elle avait eu d'autres rôles avant Mimi? Oui, elle a eu d'autres rôles. Donc elle a fait une école derrière. Elle a commencé par faire actrice dans un rôle de Sailor Chibi Moon, celle qui a les cheveux roses dans le Sailor Moon Show. Elle jouait vraiment en live. Elle joue vraiment en live. Et son premier travail en tant que doubleur, ça serait Gaia dans le concert Starlight dans Sailor Moon Sailor Star. C'est ok. Voilà. Mais elle a fait des petits rôles d'abord. Et son début de carrière réel, c'est le fameux rôle de Mimi dans Adventure, où elle fait justement l'ending. Un rôle en plus important. Du coup, c'est marrant parce que elle a repris, elle est sur Tri notamment, elle est revenue rechanter les endings et refaire les endings. Mais du coup, parce qu'il y avait eu un choix qui a été fait, et elle n'avait pas repris malheureusement le rôle de Mimi. Et comme tous les humains. Comme tous les humains, mais ça c'est lié au fait que on avait des... c'est juste parce que certains sont décédés et que... Non, c'est plutôt que le rôle de Taichi, elle a refusé. Et on ne sait pas si la productrice Hiromi Seki savait qu'elle allait décéder ou pas, parce qu'elle avait un cancer, mais elle a refusé. Ouais, mais c'est pas juste pour les autres, parce que ok, Taichi elle a dit non. Ils se sont dit... On condamne les autres. Ouais, mais ça serait compliqué, parce que de toute façon, tu peux pas même les mettre forcément toutes les mêmes voix, et laisse tomber, c'est pas grave. De toute façon, on reviendra sur Tri. Un autre jour, oui. Un autre jour. Et donc, elle a enchaîné, elle a fait pas mal d'autres rôles, comme dans Megumi, dans Gachi Bell aussi. Sailor Pluton dans la reprise de Sailor Moon Crystal. Ah, c'est elle, c'est Pluton dans Crystal que j'ai regardé encore il y a pas longtemps. Ça m'a tellement... Je suis nul, ça m'a même pas marqué. C'est de la merde. Voilà. Et sinon, son plus grand rôle, c'est pas celui de Mimi, c'est celui de Karen ou Cure Aqua dans la série Précure. Précure, c'est une institution au Japon, c'est extrêmement célèbre. Donc faire un gros rôle derrière, c'est quand même classe, quoi. Et puis sinon, elle a doublé, chanté dans des jeux vidéo. Et puis dans Digimon, elle a fait beaucoup de chansons, du coup, I Wish, Keep On. Elle a fait tout plein d'endings, tous les endings. Enfin, on en parlera dans les autres podcasts, mais oui, elle a fait les endings de Adventure, de Zero Two, de Timers. Keep On, c'est génial, pardon. Et un petit peu de Frontier, mais c'est un cas différent. Ouais. Et elle est mariée à un seiyuu qui s'appelle Ryotaro Okiayu. Et qui joue un doubleur très prolifique. Il a fait, 13 dans Gundam Wing. Ah, mais pas dans Digimon. Il a joué Byakuya dans Bleach, Tezuka dans Prince of Tennis, c'est tout connu. Mais si, il a fait du Digimon. Ah. Il a doublé Devimon dans Adventure 2020 et Airdramon dans Ghost Game. Ok. C'est des petits rôles. Rien en commun avec elle quand elle faisait Mimi. Non, je sais pas comment ils se sont rencontrés. Bon, maintenant qu'on a parlé des chanteurs, on va parler... ça va être chiant. Les auditeurs vont se dire, putain, bordel. Là, moi je trouve ça passionnant, j'apprends plein de trucs. Alors, on va parler maintenant des musiciens. Donc, pour parler des musiciens, on va faire un petit break du côté de Digimon Frontier.
Parce que dans Digimon Frontier, il y a une chanson, plutôt un drama, dans le CD Best of, Best Hit Parade, qui s'appelle Get the Biggest Fire. Et c'est une chanson, enfin, un drama où Takuya et Koji, donc les protas de Frontier, ils s'amusent à vouloir chanter, composer le générique de Digimon Frontier 02. Voilà. Okay, dans cette piste, il y a le générique de Digimon Frontier 02. Voilà, ça, je pense que personne n'a cette info. D'accord. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire appel à l'équipe, aux meilleurs spécialistes de la musique Digimon. Donc, il va faire appel donc, aux fameux Digimon Arrangers, le parolier Hiroshi Yamada, qui existe vraiment. Qui vient jouer son rôle, du coup ? Oui, qui joue son rôle, littéralement. Ouais, clairement. Au clavier, Cher Watanabe, qui est l'arrangeur des chansons Digimon. À la guitare, je sais même plus qui c'est, on s'en fiche. À la basse, Michiko Ota, le compositeur. Et la batterie, on s'en fiche qui c'est aussi. Voilà. Alors, on va parler de ces personnes-là. Alors, la chanson, elle date de 2003, je crois. Fin 2002, début 2003, quelque chose comme ça. Donc, on s'est tapé 4 saisons de Digimon. Donc, ces personnes-là, c'est les personnes qui ont énormément contribué à l'anisong Digimon sur 4 ans. Et c'est ceux qu'on retrouve dès Digimon Adventure, en fait. Ils viennent pas de nulle part, hein, ces gens-là. Ils sont hyper importants. On va commencer par Cher Watanabe. Donc, c'est un compositeur, arrangeur et musicien pour Digimon depuis les débuts de la série. Oui, je le connais, je l'ai mis dans les génériques, lui. Ouais, sa première production dans l'anisong, c'est les arrangements de Mezase Pokémon Master. Voilà, si vous voulez un point de comparaison entre Pokémon et Digimon, voilà, dans un dîner, comme une élite, vous dites, bah oui, mais c'est la même personne qui a arrangé le générique de Butterfly et le générique de Pokémon. Waouh, incroyable. Incroyable, waouh, les gens vont regarder, je sais pas, c'est quoi ce nerd. Bref. Lui, il fait de la musique depuis 88 avec un groupe de jazz. Hein. Il a même plusieurs groupes et il compose pour plein d'artistes ou des jeux vidéo. Hein. C'est même un musicien de session. Enfin, c'est vraiment la musique, c'est un peu sa vie. Et il est hyper prolifique. Par exemple, on va revenir sur Pokémon. Il joue du synthé en tant que musicien de session pour les premières chansons Image Song de Pokémon, genre Lucky Lucky, qui est je crois, une chanson sur James, Laibal, qui est le deuxième générique de Pokémon. La chanson de Miaous, voilà, par exemple, des trucs bêtes. Il a arrangé des chansons de, par exemple, Idolish 7, qui est j'adore cette série. C'est un boys band japonais en 2D qui est hyper populaire. Idol Master, c'est hyper populaire. Prince of Tennis. Il a fait plein de compositions sur Onegai My Melody. Il a même fait du Kamen Rider. Enfin, il a fait plein de trucs. Hein. Et dans Digimon, lui, il a fait les arrangements de Butterfly, mais aussi de Seven. Les endings aussi, de 02 et plein d'autres chansons. Hein. Il a composé d'ailleurs Ashita wa Ashita no Kazega. Dans Timers, il compose Evo. C'est la fameuse chanson de Wild Child Band, hein, qui est un thème d'évolution. Dans Frontier, il compose With the Wheel, qui est une insert song, et The Last Evolution. Enfin, vraiment, il est un peu partout. Et il a même fait les arrangements de Severs. Il a fait plein de Digimon. Pourquoi il s'appelle Cher ? C-H-E-R. Voilà, personne ne se pose la question, mais je vais quand même vous donner l'info parce que ça ne sert à rien. Je veux savoir si c'est une référence à la chanteuse ou pas. Non, rien à voir. En fait, son premier je crois qu'il s'appelle Tanaka ou un truc comme ça, hein, je sais plus. Et son pseudo, c'est Tchernobyl, en référence à ce joyeux incident en Ukraine. Sauf que je crois qu'il y a eu un incident au Japon, pareil, qui est lié à je sais pas quel truc. Et on lui a dit, bon, Tchernobyl, mec, c'est pas très sexy. Donc il a fait un diminutif en Tcher. Voilà, de Tchernobyl. Okay. Voilà. Une info qui va changer votre vie, bien évidemment. Totalement. Maintenant, on va parler de Hiroshi Yamada, qui est le parolier. Donc lui, c'est quelqu'un qui a été diplômé du collège d'art de l'université Nihon et qui a signé un contrat avec Yamaha Music Foundation. Et voilà, bon, ensuite, il produit aussi des groupes en plus d'écrire des paroles. Hein. Il a écrit pour plein d'artistes, franchement, je connais pas, mais de pop, hein, de pop japonaise. Et avant Digimon, il a notamment fait les paroles des endings, au moins un ending de Yu Yu Hakusho. Il a fait l'OP de Densetsu de Yusha Dagarn, qui est un truc de mecha. Il a même fait une image song de Pat Laborde, hein, qui s'appelle... Ah oui, ça c'est génial. Donc, le parolier a fait une image song qui s'appelle Yukiwo Tsubasha Nishite.
qui est le nom de la chanson de Taichi no Tem. Voilà, je trouve ça génial. Ça m'a encore une info, on sait pas quoi en faire, mais elle est là. Donc lui, il a fait les paroles. Oh, tiens, j'ai ma chienne qui vient de me dire bonjour. Il a écrit les paroles du thème de Taichi au studio de Joe. Il a énormément contribué donc à Digimon, où il passait 2 semaines par chanson pour écrire les paroles, c'est ce qu'il dit. Et lui, en fait, le point commun entre toutes ces chansons de tout Digimon, il n'a pas cherché à faire des thèmes originaux, des choses comme ça, il a juste mis sa vision de la vie derrière, quoi. Le thème que lui-même dirait qui serait le plus récurrent, ça serait de « nous trouvons des excuses ». Voilà, c'est ce qu'il dit dans une interview. Il a écrit les paroles des Character Songs de Adventure, de Zero Two, Tamers, il a fait les paroles de l'OP de Tamers, donc The Biggest Dreamer, je commence à fatiguer, hein. Voilà, il a fait plein de trucs, voilà, bref. Aiko Toba de Digimon Tree, qui est une nouvelle chanson de Digimon Tree. La plus belle musique de Digimon Tree. Mais oui, elle est importante cette musique. Ah ouais, magnifique. Mais on en reviendra sur Tree. Voilà, et après, un truc rigolo, il a fait aussi les paroles de l'OP d'Hunter 99, de Gash Bell, donc Gash Bell, Ota Michiko bosse aussi dessus, ainsi que Cher Watanabe, parce qu'ils ont peut-être travaillé sur Digimon, mais ils travaillent aussi ensemble sur d'autres séries, des fois. Et maintenant, on va parler de Michiko Ota. Alors lui, c'est un compositeur qui bosse depuis le début des années 80, et il a fait partie d'un groupe nommé Shinji Arade in Crisis en 83 en tant que claviétiste et saxo. Et il a même sorti des singles et des albums dans sa vie, perso, hein. Il a signé une chanson qui s'appelle Atsukoi Resha, le train du premier amour, je crois en français, de Kiyoshi Hikawa, qui est le prince de l'Enka, numéro 1 de l'Oricon Chart à sa sortie, et nominé au 47e Grand Prix du disque du Japon. Ah oui. Voilà, il a quand même composé pour des grosses personnes, hein. Alors lui, il a fait pour les AKB 48, pour Masatoshi Ono, qui est un chanteur de Galnerius notamment, qui a fait plein de trucs. Les SMAP, énorme boys band japonais. Il a composé aussi pour le fameux Masataka Fujishige Wild Shine Band, mais dans sa carrière perso. Ils sont peut-être rencontrés sur Digimon, hein, par ailleurs, hein. Ou Yui Olie, par exemple. Bref, il a composé pour plein de gens. Ça, c'est vraiment que dalle, hein, par rapport à toute sa liste. Il faut aller sur Wikipédia japonais, vous allez voir, c'est assez foufou. En animé, il a commencé avec Galf Force, je crois. Il a fait Adepolis, Xer 3, là. Et il a fait une insert song de Shaman King qui s'appelle Brave Heart. Voilà, je trouve ça rigolo aussi. Ah, c'est marrant. Qui est une chanson aux forts accents digimoniens. C'est vrai, voilà. C'est un truc assez foufou. C'est étonnant. Ah, mais tout se rejoint. Il a même composé les musiques. Je parle pas des chansons, les musiques de l'animé Captain Tsubasa J ou Bubblegum Crash et même des chansons de Gash Bell, bref. Ça, pour ceux qui connaissent, il a fait les arrangements de l'OP de Akuoki, qui est une série que j'aime beaucoup, qui a été composée par Takayoshi Tanimoto. Vous connaissez Takayoshi Tanimoto? Oui. Oui. Le chanteur de Digimon Adventure 2020, qui a chanté aussi pour Cross Wars. Et pour le coup, j'adore sa musique. Aussi, Frontier, je sais plus. J'avais pas son nom, mais j'aime beaucoup son opening. Oui, il a fait One Vision dans Tamers. Donc voilà, oui, et il a fait Dragon Ball Kai, ouais. Donc voilà, l'OP de Akuoki, ça a aussi des accents digimoniens, alors que c'est juste un gros truc de drague avec plein de beaux gosses du Shinsengumi, mais bon. Mais j'adore ce générique, je comprenais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi. Alors lui, contribution à Digimon, c'est pareil, c'est indécent. Il a fait Braveheart, il a fait les Character Songs, du Zero Two, tout ce que vous voulez, il a été un peu partout. Il a chanté la chanson Slash the Life Slash de Digimon Tamers. Parce que Digimon Tamers, il n'y a pas Ayumi Miyazaki qui chante les insert songs, enfin les evolution songs, mais il y a lui par exemple. Et il compose Aiko Toba pour Tree. Bah oui, parce que Tree, hein, Aiko Toba, c'était la Dream Team derrière. Ah non, mais la musique, elle est extraordinaire, c'est pas pour rien. Ouais, alors lui, il est ami avec Koji Wada,
Et il a même fait un album de lui avec des reprises de Digimon en version acoustique. Parce que Koji Ok. Wada, à la base, c'est un chanteur d'acoustique, c'est pas un chanteur de rock. Ils ont même chanté en live ensemble. Et des lives derrière sont super sympas. Dans une des vidéos du DigiFest, je crois que c'est celle de 2023, en fait, il explique que ces chansons pour Digimon, parfois elles se ressemblent. C'est globalement les mêmes mélodies, mais avec des arrangements différents. Et il le montrait comme ça en vidéo. Il a fait 2 chansons, je sais plus laquelle, Blader et une autre, et c'est quasiment la même chose. Bon. Et lui, il a fait plein de types de musiques différentes. Il savait même plus quoi faire au bout d'un moment. Il a même fait de l'enka dans Digimon Tamers. Une chanson qui s'appelle Otoko Shibuki, quand Kenta et Hirokazu ils chantent dans un onsen. Voilà. Ou dans un sento, je sais plus. Bref. Donc voilà. Bon, maintenant on va enfin parler aux chansons et après ça sera fini parce que je sais pas quelle heure il est, mais. Ah bah là, t'as Oh là là. explosé les scores. Ça fait bientôt 1h30. Donc si tu peux le faire en 5 minutes, on est pile bon. Ah non, c'est mort. Alors, les chansons. Il y a, j'ai compté 20 chansons dans Adventure, différentes. Dans Zero Two, on est plus proche des 60 ou 70. Ah ouais? Et plus de 50 dans Timers. Donc, ça n'a Wow. rien à voir. Donc, le générique Butterfly, qui a été composé donc, par Hidonori Chiwata, qui a fait pas mal de musique et de paroles de chansons comme Boku wa Boku Datte dans Zero Two, Innocent, l'ending 1 de Frontier, par exemple. Et aux arrangements de Butterfly, Cher Watanabe, donc, comme je parlais, qui travaille beaucoup pour Digimon. Alors, Butterfly, on va parler un peu de cette chanson. Il y a toute une histoire derrière. Parce qu'ils ne se sont pas dit, tiens, on va mettre une chanson rock. Voilà, c'est fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est déjà, comme je vous disais, c'est la première chanson rock chantée par Koji Wada, qui est à la base un chanteur d'acoustique. En fait, Cher Watanabe, quand il a entendu la première fois cette chanson, il disait, mais il était choqué parce que c'est une sorte de hard rock. C'est la première, quand il a entendu la démo. Et il se demandait comment c'est possible d'ailleurs que Koji Wada chante un truc pareil, quoi. Pour l'OP d'ailleurs, il y avait plus de 10 démos qui étaient en liste, 10 chansons différentes. Pour choisir ces chansons, tout ça, ça a été, alors toutes les démos, tout ça, ça a été géré donc par le fameux producteur de Digimon dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour les choisir, il y avait des réunions avec le réalisateur Kakudo, les producteurs de Toei, donc Hiromi Seki notamment, de Fuji TV et toute la production musicale, donc bien une dizaine de personnes. À la fin, il restait 3 titres en compétition. Est-ce que vous savez lesquels? Bon, il y a Butterfly, bien évidemment. Ah, mais d'autres qu'on connaît? Ah oui, bah oui. Bah, Seven. Oui, Ah, ok. Bah, et Braver, du coup? bah oui, voilà. Ah, bah voilà. Bah, du coup, on s'est dit, on va toutes les prendre, mais on va les mettre ailleurs. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant avec cette info, c'est que Braveheart et Seven, ce sont des musiques qui ont été composées comme des openings. Mais j'ai D'accord. du mal à les imaginer comme opening. J'avoue. Bah, Alors- Braver, pourquoi pas? Mais Seven? Alors, je te promets, Seven, ça c'est un test pour tout le monde, les auditeurs, vous, Comme vous, Andy, quoi, mais- vous mettez 1 minute 30, 1 minute 40, parce que c'est calibré entre 1 30 et 40 pour les génériques. Vous mettez Seven, vous fermez les yeux, vous imaginez des images, je vous promets, ça Mais fonctionne 1000 fois mieux que François, tu Butterfly. sais ce que tu vas nous faire? Tu vas nous faire les openings, mais avec Bravert et avec Oui, Seven. bah oui, bien sûr. Si, pour le fun. Comme ça, on verra à quoi ça ressemble. D'accord. Et, c'est un truc de fou, c'est vraiment calibré pour. Donc le Shintaro Matsui, donc le producteur de la musique, lui voulait quelque chose de plus classique et de plus à la mode comme générique. Le directeur de la musique, donc Hiroshi Chiba, lui il pensait vraiment que ça serait Seven, car pour lui c'est celle qui correspond le plus à l'univers Digimon. Bah, c'est vrai que Seven Try to be free. Enfin, Seven c'est... to be free. Mais oui. Mais bon, ça aurait été con quand il y aurait eu Hikari qui serait arrivé. C'est vrai. parce que voilà, mais Mais on en revient au ce- même, hein, tu vois, c'est pour ça, Ouais. je dis, il y avait que 13 épisodes décrits. Mais ouais, parce que du coup, Ikari, il était pas dans le lot. Hein. Ah non, ça c'était une autre histoire. Et ensuite, celui qui a tranché, c'est le réalisateur, c'est Kakudo, qui a tranché pour Butterfly, alors, déjà parce que lui, il a une vraie vision artistique sur la série, et je crois d'ailleurs que c'est lui le réalisateur du générique, parce qu'on peut être réalisateur de générique d'animé. D'ailleurs, Kakudo a réalisé le générique de Digimon Ghost Game. C'est marrant parce que du coup, mon filleul est surpris parce que du coup, quand on regarde chaque épisode, il me dit mais on les voit quand les images du générique dans la série? Bon, on les voit pas dans la série. Non. Et il y a autre chose qui lui a plu, c'est que c'est une chanson
qui met vraiment la patate dès le matin, donc c'est diffusé à dimanche matin à 9h, avec des paroles positives. Les premières paroles du générique, c'est « Je vais devenir un papillon heureux et rouler sur le vent scintillant », quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à voir Seven, parce que Seven, je peux pas dire que c'est la chanson qui met la patate, tu vois. Oui, mais c'est une chanson qui est ouf parce qu'elle ne contient pas le mot Digimon. Elle a pas été... Les paroles, c'est pas du Digimon, contrairement à Seven. Oh ouais. Donc c'est quelque chose d'assez différent, quoi. Et donc lui-même dit, Kakudo dit très exactement, traduction en français approximative, hein, pour les enfants qui se sentent déprimés de nos jours, je veux les réveiller le dimanche matin avec une sorte de chanson bruyante que vous n'entendrez pas dans les autres animés. C'est du hard rock. Alors, ça fait un peu rire le terme hard rock, mais c'est vrai que c'est quand même assez puissant quand même. Donc après Seven, goodbye. Mais comme elle a plu, ils l'ont mise comme phase B pour le single et ils l'ont réutilisé. Ils se sont dit tiens, là on va la réutiliser. Mais alors Braveheart, ils ont énormément hésité parce que tout le monde adore cette chanson. Tout le monde là-dedans, là, dans l'équipe, ils l'adorent, ils sont tombés amoureux. Et quand ils ont choisi Butterfly, ils ont dit mais Braveheart, on peut pas la mettre à la poubelle, c'est impossible, c'est impensable, c'est un tube en puissance le machin. Et c'est là où ils se sont dit, alors il n'y a pas de nom, mais ils se sont dit tiens, on va l'utiliser. Comme insertion d'évolution. Voilà, parce pour que rendre musique, fou le fameux type là qui gérait de mettre les musiques au bon endroit. Voilà, mais ils auraient jamais mis une autre chanson à la place. Hein. C'est vraiment parce que c'était Braveheart, ça s'y collait bien. Okay. Ils voulaient vraiment rendre la même émotion, la même excitation que le thème de Z dans l'animé Mazinger Z, donc Goldorak chez nous. Alors au départ, Braveheart, d'ailleurs, tout le monde n'était pas heureux par Braveheart. Il y en a, ils se posaient beaucoup de questions, genre des gens de la production, genre ça va pas fonctionner, quoi. C'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est pas une insert song, hein. C'est vraiment un thème d'évolution récurrent. Et quand les premiers épisodes ont été diffusés, tout le monde a été convaincu. Hein. C'est rigolo parce que pour moi, c'est tellement... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'après, ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup d'utiliser le même thème pour... dans Sailor Moon. Oui, mais c'est pas des chansons. Non, c'est pas une chanson. Oui. C'est vrai. C'est ça le truc. Non, mais déjà, Mazinger, c'est les années 70, donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est très rare. C'est vrai. C'est vrai. Puis non, pour le landing, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il y avait quelques chansons... Comment ça, il n'y a pas grand-chose à dire? Non, mais j'ai pas d'infos dessus. Et puis voilà, c'est un petit peu comme par exemple Megumi Hayashibara dans Slayers, la série Slayers, où elle chante les openings, et elle double la protagoniste. Pareil, je crois qu'Evangelion, l'ending, c'est Megumi Hayashibara, hein, tiens, qui double Rei et qui fait Fly Me to the Moon, si je me trompe pas. Mais là, du coup, pourquoi ils n'ont pas gardé I Wish tout du long et pourquoi ils ont dit quand même... Tu vois, on n'a qu'un opening tout du long. Ils auraient pu dire, on n'a qu'un opening tout du long. Là, il y en a quand même eu deux. Je pense que c'est des conventions d'animé. Généralement, tu changes. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Okay. Donc, voilà. Parce que si je prends par exemple le reboot, il y a eu 3000 endings aussi. Et il y a eu plusieurs openings. Alors là, on va pas entrer dans le détail parce que on n'a aucune info, mais par contre, il faut savoir que c'est ce que me dit Olivier Fallet, qui est un ami qui est spécialiste dans les génériques d'animé. Il y a autant de génériques, d'histoires autour des génériques qu'il y a de génériques et d'animés en fait. Ok, Pour résumer ici, les génériques de Digimon ont été conçus par l'équipe de production. Dans Digimon Adventure 2020, je sais pas comment ils ont fonctionné, mais en gros, il y a les producteurs derrière qui leur ont imposé des groupes connus ou des jeunes groupes derrière. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec du Digimon et c'est juste de la promo, tout simplement. D'accord. Ok, ça a dû marcher, j'imagine. Et donc Digimon, et cette promo d'artiste, elle a commencé avec Digimon Savers. Mais du coup, tu disais 20 chansons, mais là, j'en suis à 5. Bon, alors, je les ai à peu près listées, hein, mais en gros, on est bientôt à la fin. Il y a Seven, qui est d'ailleurs la chanson préférée de Umi Tenjin, la doubleuse de Koshiro. Voilà. D'accord. On s'en fiche, mais voilà. On l'entend notamment dans l'épisode 14, donc il y a une chanson qui a été réutilisée, hein, qui était un opening. Donc l'ending I Wish, hein, qui a été chanté donc par Mimi, comme tu disais, Aldric. Hein. Oui. Et c'était un rêve pour Ai Maeda de le chanter avec la voix de Mimi. Avec des versions alternatives dans la série, avec la version de Teichi, de Joe et d'Agumon et Gomaru. Quelle horreur. Il y a une chanson qui est intéressante, c'est Shinga des Guts, qu'on trouve dans un des CD.
CD de Braveheart d'ailleurs, qui est la character song des Digimon. Parce que oui, chaque protagoniste a une chanson, mais pas les Digimon, parce que les Digimon ont été conçus comme des alter ego des protagonistes, ils n'ont pas de personnalité, comme le rappelait François dans je sais plus dans le numéro de Saban, ils n'ont pas beaucoup de lignes de dialogue en fait. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont qu'une seule chanson qui s'appelle Shinka des Guts, qui est un peu bof, hein. C'est Otamichiko la compo. Hein. On l'entend en version instrumentale dans l'épisode 31, dans l'autoradio. Voilà, c'est l'info. Il y a donc Keep On à partir de l'épisode 26. Et dans ce single, il y a une chanson qui s'appelle On the Hill Kaze o Kanjite, qui est probablement, à mon avis, hypothèse, une chanson qui était en compétition pour être une ending, qui n'a pas été retenue et qui est devenue la phase B du single, hein, tout simplement. On ne l'entend pas du tout. Il y a une chanson, par exemple, Akira Menaide dans le single de Haru, l'ending de Bokura no Wargame, qui a été chantée. Donc, ah oui, et les paroles sont écrites par Ai Maeda. Ah, ok. C'est sympa, c'est un petit truc à savoir. Après, il y a toutes les caractères sons qu'on connaît, donc celle de Tahiti, là, Yuki wo Tsubasa Nishite, qui est dans le 39. Voilà, composé par... le 38, pardon. Ouais, peut-être. Composé par Ota Michiko là, et Hiroshi Yamada. Welcome the Age. Il y a la chanson de Sora. Holy Light par Hikari, qui a été composée par Iwasaki Motoyoshi, qui a fait aussi Version Up, donc le thème de Koshiro, et Be Alright, le thème de Takeru. Et sinon, ils se sont dit, tiens, on va sortir un album où les méchants chantent, le fameux album. Le fameux album, ouais, qui est, de mon point de vue, le pire album tout Digimon confondu. Ah bon? Les chansons sont nulles, elles sont nulles. Je sais pas, je comprends rien. Donc, donc on retrouve la chanson d'Etemon, qui est pas mal, qui est assez rigolote. Une chanson de Gotsumon et Pumpmon. Qui a envie d'écouter cette chanson? Personne, vraiment. Je me demande. Quel est le projet? La chanson de Pinokimon qui est très bizarre à écouter, parce qu'il a vraiment la voix de Pinokimon. Celle de Gromon qui est Osef sur 10. Hein. Celle de Sukamon, je sais même pas quoi dire. Et Tuumon, enfin vraiment les pires Digimon du monde. Et il y a la chanson quand même qui est assez intéressante, Darkwing Devimon no Theme, chanté donc le thème de Devimon. Donc si, il a une chanson, mais c'est un thème. Oui, mais du coup, voilà, il n'a pas de chanson dans la série, c'est ça que je voulais dire. Ouais, D'OST dédié à lui, quoi. Ouais, qui est chanté par Kaneto Shiozawa, qui est très 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 probablement sa dernière chanson avant son décès en 2000, donc quelques mois après l'enregistrement de cette chanson. Moi, c'est un de mes doubleurs préférés vintage. Il a une voix qui est hyper inquiétante. Et d'ailleurs, petite parenthèse fandub, j'étais pas inquiet, mais je me disais, mais comment ça serait possible d'avoir une voix aussi incroyable que la sienne en français? Et notre ami Nicolas a fait quelque chose pour moi au niveau. Ah oui, oui. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Je pense que ça lui fera plaisir. Et donc... S'il est arrivé jusque-là. Oui. Mets un commentaire si tu es arrivé là, Nicolas. Bref, moi j'ai terminé avec Digimon Adventure, avec le film. J'ai pas parlé du... non, il n'y a plus d'autres films de Digimon Adventure, de toute façon. Sur la partie 1, non, après c'est 0 tout. Donc voilà, j'ai tout parlé. Je ne sais pas comment je ferai les prochains podcasts, puisque je vais me réinviter ici. Mais je ne parlerai on ne t'a pas autorisé. je ne détaillerai peut-être pas autant les pistes, les OST, et on verra comment on va faire. Surtout que toi, tu es capable, contrairement à François et moi, tu es capable de faire ça sur toutes les saisons de Digimon. Ouais, c'est un petit peu violent. Après, voilà, il y a des choses, il y a pas mal d'infos qui sont redondantes, donc ça sera peut-être pas aussi détaillé, mais bon. Déjà, moi je voudrais conclure tout ça. J'espère que les rares personnes qui sont arrivées jusqu'au bout vont apprécier toutes ces informations. Mettez un commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Voilà, dites je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. On a appris beaucoup de choses sur la production de Digimon, mine de rien. Et moi perso, j'ai appris plein de trucs. Vraiment, pour le coup, ça ne m'a pas saoulé. J'ai appris plein de trucs. J'ai trouvé ça vachement. En fait, honnêtement, je m'étais jamais plongé à ce point-là dans la partie musique. Moi, c'est beau et puis voilà. Donc franchement, bravo à tous, que c'est très instructif. Merci, je vais mettre mes notes par écrit pour avoir ça aussi pour le web mondial. Tu pourrais peut-être évoquer avant de conclure de ton projet, peut-être ?
Ah oui, j'ai un petit projet que je voudrais sortir l'année prochaine pour l'anniversaire des 20 ans de Digiduo, oui, parce qu'on ne fait pas que Digimon Adventure, on fait aussi mon site Digimon. Ça serait un site international multilingue regroupant toutes les musiques, la discographie de Digimon, tout simplement. Donc choix par artiste, choix par série, et pour chaque chanson, les paroles avec les traductions dans toutes les langues. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, puisque c'est un peu laborieux sur Internet. Et moi, je voudrais faire un site international pour les Japonais, pour les Américains, pour les Espagnols, pour les Français. Pour tout le monde. Je sais pas, pour le grec ancien peut-être. Voilà. Non, mais le projet est dingue et il se marie tellement bien avec ce sujet de podcast. Donc c'est pour ça, nous en tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis on pourrait peut-être qu'on arrivera à t'aider à participer à notre petit niveau. Déjà, faut que je continue à développer tout ça. Moi, c'est mon dernier mot de la fin, c'est que les musiques de Digimon Adventure et les chansons sont loin d'être mes préférées. Mais on ne peut pas nier la contribution que ça a apporté pour toutes les autres saisons. Donc c'est quand même très très important de revenir dessus. Si j'ai oublié de vous parler d'une info importante, oui, parce qu'on parle de chansons voilà. Mais Butterfly, est-ce que le monde entier se rend compte de la popularité de cette chanson? Je ne crois pas. Au pas. Japon notamment. Cette chanson est une chanson d'anisong hyper culte. C'est l'équivalent de je sais pas moi, de Captain Flamme en France, quoi. C'est que ça soit tous les tops à la NHK, les musiques les plus écoutées dans les karaokés et tout. Butterfly est très très souvent dans le haut du panier. Moi, j'avais été très surpris d'apprendre ça, parce que c'est vrai que nous, du coup, Digimon, en France, c'est un peu oublié, quoi. Et on se dit, au Japon, eux, c'est limite Butterfly, ils voient un culte à ça, quoi. C'est un équivalent de je serai un meilleur dresseur en France. Mais elle n'a pas été classée, c'est peut-être toi d'ailleurs, Darren, qui m'avait partagé ça, classée en mode assez très bien placée dans les musiques préférées des animés japonais au Japon, du coup. Il y a plusieurs, alors c'est des tomes qui sont toujours différents en fonction de population et compagnie, mais oui, très très bien placé. J'ai plus les chiffres, je crois que 4e pour la NHK. Je crois qu'il était pareil dans le top 10. Là, c'est un vrai top palpable. Hein. C'est des statistiques d'une chaîne de karaoké devant Demon Slayer ou des trucs comme ça, devant Evangelion. Enfin, alors, une année particulière, évidemment. Mais enfin, devant Evangelion, c'est assez violent quand même. Evangelion, c'est pareil, c'est un monument au Japon. Même j'ai une amie qui est assez âgée, qui n'est pas du tout dans les mangas derrière, qui habite en campagne dans un temple. Elle connaît Evangelion. Donc, il faut imaginer le délire quand même. Donc même ça, donc voilà. Est-ce que vous avez une chanson préférée et aussi un dernier mot à dire, mes chers amis? Alors moi ma préférée de toute Digimon absolue, mais c'est Aiko Toba, mais on en parlera un autre jour quand on fera tri, parce que je trouve en fait Shannon qui la chante en français m'expliquait en fait cette musique tu peux l'écouter enfin t'as pas l'impression que c'est Digimon, tu vois, c'est une musique que tu peux écouter comme ça qui passe à la radio et extraordinaire, mais si on reste sur Adventure, je pense que celle qui m'a Butterfly parce que c'est le générique, mais Keep On, je pense que Keep On c'est une de celles que j'ai le plus préférée. Moi, c'est ma préférée, hein, clairement. Ouais. Elle est incroyable. Et toi, François? Moi, j'aime beaucoup l'ending de Bokura, du coup, mais c'est beaucoup lié au fandom. C'est pareil, j'avoue que Aiko Toba est une chanson que vraiment, avant qu'on la fasse dans le fandom, je l'écoutais pas, je la connaissais pas vraiment. Voilà. Mais j'ai vraiment découvert et beaucoup apprécié. Mais déjà la version japonaise était formidable. Mais oui, l'ending de Bokura no Wargame, c'est pas une musique que j'aurais écoutée avant, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, grâce au fandom, je l'ai redécouverte et je la trouve génialissime. Oui. Ouais, elle est assez incroyable. C'est composé par le frère de Hayumi Miyazaki. C'est une composition qui est assez différente pour du Digimon. C'est pour ça qu'elle est un petit peu atypique dans cet univers. Eh ben, écoute Darin, merci beaucoup d'être venu. À tous ceux qui sont arrivés jusque-là, n'hésitez pas à nous donner vos souvenirs de la musique, vos musiques préférées, vos morceaux préférés, voilà, commenter comme d'habitude. Maintenant, ce podcast est aussi trouvable non pas que sur YouTube, mais aussi Spotify, Deezer et d'autres plateformes. Donc voilà. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine avec François sur une nouvelle thématique.
Et à bientôt à Darin qui reviendra du coup s'inviter pour parler encore de musique, mais sur d'autres saisons. Oui. Et prenez soin de vous, à la semaine prochaine, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Au revoir.